apprendre à monter une entreprise, c'est quand même classe On de est faire ça. pile à l'heure, quoi. Allez, bonne journée et profitez bien de ces petites activités qu'il y a ce matin. Salut à tous! Ciao, ciao, Cécile. Alors, on va marquer interview. Oula. On va changer le Salut, titre. salut, salut tout le monde. Je pense que on peut faire un gros big up à Cesc qui a quand même tenu Ouais, de toute ouf. la nuit, c'est De ouf. ouf. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé un peu toute cette nuit et que vous avez kiffé le Age of Empire ou je sais pas quoi. Apparemment Ouh, c'était pas écoute, foufou. j'ai fait que perdre. Alors, Bon, en tout cas, merci d'être aussi nombreux. Juste, je me présente en 2 secondes quand même pour que vous sachiez. Moi, je suis Arthur, je suis l'un des cofondateurs de Time for the Planet. Et du coup, moi, mon objectif dans Time for the Planet, c'est de faire en sorte qu'on soit le plus nombreux possible en tant que citoyen à être associé. Et d'ailleurs, merci parce que vous avez été assez nombreux et nombreuses à nous rejoindre cette nuit sur le site de Time for the Planet et à faire un petit pas de côté en sortant un peu et en allant voir ce que nous on fait sur le Teco. Donc, c'est trop trop cool de nous encourager et d'être avec nous. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à continuer à le faire, hein. On est là aussi carrément. pour répondre à vos questions si jamais il y en a. Donc, si vous visitez le site de Time, faites-vous plaisir pour poser vos questions en live. Donc, Carrément. ce matin, on fait une interview sur comment créer sa startup. Ah, Alors là, ça alors, va être. attends, j'ai marqué son entreprise, sa start-up. Ouais, ou son entreprise, c'est pareil. Mais en gros, vous allez voir, c'est un truc qu'on fait avec donc mes cofondateurs depuis entre 10 et 15 ans. On a monté plein de boîtes, on a commencé super jeune. Ah ouais. Euh, On a commencé autour de 17 ans. Enfin, moi personnellement, j'ai fait ma première boîte à 17 ans. Et du coup, je pense qu'on aura peut-être plein de tips qui sont Ah. un peu non conventionnels. Ça va pas du tout être un truc très pédagogique, mais très froid en mode. Alors, pour créer son entreprise, on dépose les statuts. Vous allez voir, on va parler plein de petits hacks. On va le faire en version fun, un peu comment se lancer, comment oser y aller, comment y croire. Et c'est toi qui vas nous Et interviewer. oui, Alors, donc enfin, m'interviewer. effectivement, Je crois que je suis tout seul sur cette. ouais, je pense que tu seras tout seul. Donc effectivement, les amis, on va vous proposer donc voilà ce qui était dans le planning. N'oubliez pas que tout à l'heure, il y aura vraiment une section consacrée à Time encore pour poser toutes les questions concernant Time. Mais là, c'est un petit peu différent. Donc effectivement, voilà, Arthur, on va lui poser un petit peu les questions. Je vais quand même essayer de chercher à savoir qui il est, Qui suis-je? qui tu es et pourquoi C'est pas tu as moi-même. eu envie de créer autant. Toi, t'as une autre interview après, c'est ça? Non, tu discutes avec quelqu'un? À Après, on quelle heure? discute avec plein de gens sur plein de sujets autour du climat, parce que c'est quand même un Z-Event pour la planète, les amis. Et en fait, on invite plein d'amis qui sont soit influenceurs autour du climat, soit des gens qui s'impliquent avec des organisations pour justement faire plein de choses. Et on va essayer de faire en sorte que tous ces gens-là, ils puissent répondre à nos questions sur comment faire du tourisme sans Ah flinguer la oui. planète. Donc ça, c'est à quelle Euh, heure? Tu te souviens Ça, de c'est l'heure? à 11 h avec Ben, Expédition À Zéro. 11 heures. Euh, Après, j'ai plus À l'ordre exact. midi, il y a la FAQ. Du coup, donc le chat sera là pour poser toutes les questions Ouais. concernant Time for the Planet. Donc ça, c'est vraiment important pour vous. Là, effectivement, dans cette interview-là, on ne va pas répondre à des questions propres à Time, même si bien sûr, il y aura peut-être des questions sur la structure de Time et l'entreprise qu'elle est. Mais effectivement, on va peut-être pas aller profondément sur présenter Time et pitcher Time. Ça, ce sera vraiment à midi. Donc si vous avez ces questions-là, n'hésitez pas à revenir plutôt vers midi, on pourra aller plus profondément. Là, ça va être vraiment plus large. Donc effectivement, donc on a ça. Donc maintenant, on va commencer d'ici 5 minutes. Ensuite, à 11 heures, le slow voyage. Donc comment t'as dit? Le slow travel. Bon, en gros, Le slow travel. comment on fait du tourisme et comment on se voyage de manière compatible avec la situation climatique parce que c'est possible et on n'est pas obligé de vivre dans une grotte avec un verre d'eau. Voilà, c'est l'annonce d'aujourd'hui pour être Exactement. bien et pour, pour ne pas flinguer la planète. Exactement. Donc voilà, plein d'activités ce matin et on refera du jeu un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc voilà, restez avec nous, restez sur Time si ça vous intéresse. Alors, je te propose qu'on commence. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Effectivement, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc toi, tu t'appelles Arthur, tu as fondé, tu fais partie des fondateurs de Time, mais avant ça, qui était le petit Arthur? Qu'est-ce qu'il Ah. rêvait? Comment il était? Alors moi j'étais un petit garçon qui a grandi à la campagne dans un village de 200 habitants, à la frontière du Jura. Gros big up s'il y a des Jurassiens, mettez-le dans le chat, j'espère que vous êtes là en force. Et bah, il s'avère que quand t'es dans un village de 200 habitants dans les montagnes, t'as pas beaucoup de trucs à faire si ce n'est du sport. Donc moi je faisais beaucoup de sport dans la nature, dans la Ok. forêt, je faisais du ski de fond l'hiver beaucoup. Ouais. Et j'étais passionné de mares. Donc je créais des mares, je creusais des mares. Dès que mes parents partaient en vacances, je faisais une mare. Je voulais être paysagiste. C'était ça mon gros délire. Allez Louis Merci. Kiki. Merci. Merci Louis. Merci.
Et donc voilà, ça c'était mon gros délire, créer des mares, avoir les mains dans la terre. Et Et en tu fait, mettais des poissons dedans? ah, je mettais des poissons, des carpes Des koi. grenouilles et Ouais, tout? bien sûr, les grenouilles elles venaient sans moi, j'avais pas Ok, besoin de leur dire. Et je m'asseyais au bord de cette mare et je passais des heures, je regardais les libellules, je regardais les grenouilles. C'était ça ma ok, grosse passion quand j'étais petit. ok. Donc ça c'est le petit Arthur. Mais du coup ça m'a amené à aller en fac de sport parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis dit, bon, j'avais un bac S avec mention et je me disais, bah, tout le monde me recommandait de faire un IUT ou de faire une prépa. Et en Mhm. fait j'avais aucune idée de ce que je voulais. Et j'avais un seul truc en tête, c'est que moi j'aimais bien le sport. Ok, Du coup, j'ai mis un vœu, j'ai mis fac de sport et je suis allé en STAPS. Donc, pareil, ouais. s'il y a des STAPsiens, franchement, faites du bruit, faites-moi rêver. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup, mais en tout cas, ça fait plaisir Bon, si vous êtes là. Je vois déjà qu'il y a du Jura suisse ici, merci les c'est pas gars. mal. Il y a du monde, hein, il y a des gens made in Jura là. Je vois Cus439, bah bien sûr, il y a le 39 dans le pseudo, donc ça envoie du lourd. Et il y a des Stapsiens en plus, purée, oh là là, Staps Toulouse, Allez. bra 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 bra. Bon, c'est très cool. Et du coup, bah, quand je suis arrivé en fac de sport, j'avais 6 mois de vacances par an. Ce qui était D'accord. assez incroyable à la fac de Lyon, un STAPS Lyon, licence. Et là, bah, je m'emmerdais pas mal. Ok, Et c'est ça qui a déclenché un peu de trucs après. d'accord. Parce que du coup, t'aimes bien être tout le temps actif, je suppose. Euh, Et créatif. ouais, oui et non. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un espèce de fou furieux hyperactif pour créer sa Mhm. boîte, hein. Il faut déconstruire pas mal de préjugés. Et à mon avis, vraiment, c'est pas tant le fait de correspondre à une norme qui fait qu'on est entrepreneur. Moi, je vois, je corresponds à aucune norme des entrepreneurs Mhm. actuels. Vraiment. Enfin, tu vois, les mecs en fac de sport, normalement, ils font pas d'entreprise. Et je pense que tout le monde a le droit de rêver à créer sa boîte. Tout le monde est légitime. Personne ne doit se penser inférieur ou pas dans les bonnes dispositions ou pas de la bonne famille. Moi, mes parents, ils sont enseignants en maternelle et en primaire. Ils gagnent 2400 € par mois. Je viens pas du tout d'une famille riche. J'ai jamais eu de contact ou quoi. Et Mhm. pourtant, j'ai pu faire plein de trucs. Et avec Internet, encore plus que jamais, qui que vous soyez, où que vous soyez, et peu importe votre situation, vous aurez toujours 1 million de raisons de vous dire c'est pas possible. Moi, j'ai pas les bonnes dispositions, les bons prérequis pour oser lancer ma boîte. Voilà, je serai salarié toute ma vie, cette aventure-là, je peux pas la tenter. Franchement, la seule chose qu'il faut pour créer une boîte, c'est d'en avoir envie. Je vous assure, ça peut paraître un peu cliché comme ça, Mhm. mais je pense que j'en suis un peu la preuve vivante parce que moi, je pars vraiment de loin en termes de. Enfin, j'ai jamais été bon à l'école. J'étais même dans les plus mauvais. Enfin, vraiment, j'ai pas grand-chose pour moi à la base pour créer une boîte, et pourtant, j'ai réussi à faire des trucs Mais assez du cool. coup, t'as des idées. Parce que je suppose que avant de se dire je peux créer une boîte, il faut quand même avoir des idées d'entreprise, du coup qui puissent être, bon, hors time, mais qui puissent permettre un retour sur investissement. Comment te viennent les idées? Comment tu peux trouver une bonne idée qui te dise, ben ouais, je me lance dans ce projet-là? En Comment ça t'est fait, venu en tout cas au début? alors ça, c'est pareil. Je crois qu'il faut changer sa vision de la chose. On n'est pas dans une démarche où on a des idées. C'est pas des mecs illuminés qui capturent des idées du monde, Ok, tu vois. En fait, ça se passe pas comme ça, l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un truc, une culture fake qui est ok, entretenue par plein de gens. Mais souvent, les gens disent, ouais, mais moi, j'ai pas d'idée. Et en fait, ouais, c'est le truc qui les travaille. Ils disent, mais j'ai pas d'idée. Donc, je suis pas entrepreneur, j'ai pas d'idée. En fait, la seule chose qu'il faut changer, c'est un petit switch mental ok, qui fait que tu passes de j'ai pas d'idée à ok, j'ai compris ce qui fait que les entrepreneurs ont des idées. Ce qui fait que les alors, entrepreneurs ont des idées, c'est qu'ils switchent leur cerveau dans un mode qui est assez simple. En fait, chaque fois qu'un truc vous emmerde dans la vie, chaque fois que vous avez une galère, que vous avez une difficulté, vous avez deux choix. Soit vous vous dites, putain, ce truc m'emmerde, j'en ai marre, et vous râlez sur ce truc, vous vous dites, ah, mais ça me saoule ça marche pas. Soit, et c'est ça le seul switch qu'il faut avoir, vous vous dites, mais pourquoi ce truc m'emmerde? Et pourquoi il n'y a pas de solution à ce truc? Et en fait, quand on ok, commence à faire juste ce tout petit switch de rien du tout dont tout le monde est capable, qui que vous soyez, et ben il se passe un truc assez fou, c'est que d'un coup vous vous mettez à avoir plein d'idées, puisqu'en fait vous vous dites, mais attends, mais pourquoi là j'arrive pas à faire ce truc? Ou pourquoi il n'y a ok, pas de solution à ce truc? Vous commencez à regarder un petit peu en rapide et vous vous dites, mais ça, il faudrait absolument qu'on invente un truc, une boîte, quelque chose. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être méga créatif ou d'être un illuminé inspiré des dieux pour pouvoir avoir des idées. C'est juste d'être capable de dire, maintenant, chaque fois qu'un truc m'embête, j'essaie de prendre conscience du fait que ça m'embête et de m'arrêter 2 secondes pour me dire mais pourquoi je suis qu'est-ce qui fait qu'il y a un ok. frein, qu'il y a un blocage? Et là d'un coup les idées elles pleuvent et qui que vous soyez vraiment ça change beaucoup de choses. D'accord, donc toi c'est comme ça que te viennent certaines idées, ou en tout cas tu as dit que tu avais déjà eu plusieurs entreprises. Du coup tes premières entreprises c'était sur des problèmes que tu avais dans ta vie de tous les jours?
Alors même pas pour le coup, Même c'est pas. encore, tu vois, c'est encore aussi pour dire. Alors moi j'ai vraiment fait toutes les erreurs de l'entrepreneuriat, toutes. Vous prenez n'importe quelle erreur, je l'ai fait, c'est sûr, il y a aucun problème. Et je pense que c'est important parce que l'entrepreneuriat c'est de laisser erreur à haute fréquence. Faut vraiment tester des trucs, Ok. faut se permettre de pas avoir peur d'échouer parce qu'en fait on va échouer tout le temps, même avec Time for the Planet, on échoue en permanence, on se remet en question tout le temps. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à avancer vite parce que plus tu échoues vite, plus tu es confronté à la Ok. réalité de ce que tu ne sais Et pas faire, t'apprends. plus tu apprends, plus tu arrives à trouver des solutions. Et donc moi de mon côté, les premières choses que j'ai fait c'est des communautés en ligne. C'est pour ça que ça me parle aussi beaucoup le Z-Event et Ok. que je suis content d'être là. En gros on était en 2010-2011, on était sur Facebook à l'époque. Et donc Ouais. ça c'est quand j'étais dans mes premières années de fac de sport. Et à l'époque Facebook c'était le réseau social méga trendy. Ouais. C'était l'endroit où ça se passe. Vraiment il y avait un reach de malade, il y avait une visibilité de malade. Et rappelle-toi quand les gens likaient un post, Ouais. tous leurs amis voyaient le post. Et donc tu pouvais avoir des posts qui devenaient Ok. viraux, mais un truc de dingue. Rapidement. Et en fait, moi à l'époque, pendant ma fac de sport et pendant mes mois de vacances, bah, une fois que j'avais fait mon sport, mes 2 heures de sport, que j'avais Oui. trouvé quelques occupations, lire et tout, bah, je savais pas trop quoi faire. Et comme tous mes potes ils travaillaient, ils étaient en études, bah, j'ai commencé à m'intéresser un peu, à passer plus de temps sur Facebook, à voir naître un peu des pages D'accord. et à me dire vas-y, moi je vais créer Il y a aussi un des truc. pages. Ok. Exactement. Et j'ai commencé à créer des pages. Et ma première page qui a vraiment buzzé, j'en avais eu plusieurs, ça s'appelait Nuit sans folie. Alors les amis, est-ce que certains d'entre vous connaissent Nuit sans folie? C'était un truc où les gens racontaient leurs pires anecdotes sexuelles de manière anonyme. Voilà, c'était pour rire un peu des petites galères du sexe et pour dédramatiser un peu le sexe, en faire un truc un peu Ah. fun. Il y a des Euh, gens qui connaissent. Bah franchement, il y avait beaucoup d'abonnés. À un moment, on était à 1 million d'abonnés sur la page et on avait fait des très gros buzz. Ouais, voilà, c'était moi les amis. Donc et vous allez voir, enfin aujourd'hui c'est plus moi qui le gère, mais je l'ai géré pendant assez longtemps. Ça existe encore sur Insta notamment. Alors je trouve que c'est moins cool que ce que nous on en avait fait. C'était assez péchu ce qu'on en avait fait. Mais voilà, sachez que oui, on avait créé Nuit sans folie. Ça c'était en 2012 la création. À l'époque, ça s'appelait Nuit de merde d'ailleurs. Et en fait, on s'est fait défoncer par VDM parce qu'on Ah avait un peu oui. surfé sur leur nom. Mm. Mais c'était incroyable cette histoire, elle mérite d'être racontée juste pour les gens qui nous écoutent. J'étais maître nageur à l'époque, parce que je faisais ça l'été, voilà, en parallèle. Et je me rappelle créer cette page Nuit de merde. Pardon, demander leurs pires anecdotes à mes quelques potes. On avait 200 abonnés sur la page, il se passait rien. Et un jour, il y a un Spotted, c'était des concepts de l'époque, qui nous partagent. Et on se retrouve à 2000 abonnés. Un matin, je me lève Ok. et je vois qu'on a 2000 abonnés. Ok. Je me dis putain, c'est fou, on a reçu quelques anecdotes, je partage les meilleures. Et je vais au taf. Je rentre le soir, on a 10 000 abonnés. Ah Je me ouais. dis, waouh, il se passe un truc, c'est en train de prendre. Du coup, je me concentre un peu, machin. La journée du lendemain, c'est en train d'exploser totalement. Ah Chaque ouais. fois que je pars pisser et que je reviens, on a pris 2000 abonnés. Et le soir de cette surjournée d'après, on avait 100 000 abonnés. Ah ouais, c'était Ok. viral, vraiment. Énorme buzz, truc de malade. Le lendemain, on avait 270 000 abonnés. Mais véridique, Ah il y a ouais. des screenshots de ça, je peux les sortir. On touchait 28 millions de personnes en France et on était le plus gros buzz Facebook. Et on s'appelait donc Nuit de merde. Et en fait, le lendemain de ça, je me réveille en me disant là aujourd'hui on fait 500 000. J'avais pas trop conscience du délire. Hein. Et en fait, je vois page supprimée. Page supprimée parce que VDM avait fait une requête et tout. Et du coup, on s'est fait Merde. niquer notre page Nuit de merde. Et donc là, je me suis un peu senti abattu et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai recréé Nuit sans folie pour pas rentrer dans dans la Ok. case parasitage. Et on a tagué tout le campus de la Doua à Lyon avec mes potes. Donc on a mis des petits bandanas et on est allé taguer partout en mode street marketing des gros pouces bleus fluo avec marqué NSF en rose fluo. Et c'était des gros tags, hein. Ils faisaient genre 1m50 par 80 cm de haut. On a tagué comme des bourrins jusqu'à la moitié du campus. Et là, on a découvert que sur les campus, il y a des gardiens, des veilleurs Et de oui, nuit. bah oui. Mais on a aussi découvert qu'ils courent moins vite que des mecs en STAPS. Et ça nous a fait plaisir. Et du coup, le lendemain, les gens se sont levés sur le campus. C'était stroboscopique. Genre sur les passages piétons, on en avait mis sur toutes les bandes, devant la BU, partout. On avait encerclé tous les gros amphis. Et du coup, les gens, ils disaient, mais c'est quoi cette merde, quoi? Et en fait, tout le monde parlait que de ça. Et la page est repartie. Et en un mois, on avait Grâce à 250 000 abonnés. Alors tu vois, c'était incomparable parce que c'est ce qu'on prenait en un jour. Mais après, on a fini par monter la page à 800, 500, je sais plus, 800 ou 900 000 abonnés sur Facebook. Et puis après, on a ouvert Insta. Et on a sorti une appli. Notre logo, c'était une bite rose fluo qui bandait pas pour ceux qui connaissent. Et on était premier de l'Apple Store avec ça pendant Une 3 appli jours. de Les gens venaient d'anecdotes. lire sur l'appli les pires NSF, voilà. Incroyable.
N'hésitez pas si vous avez vos pires NSF à raconter ici, faites-nous plaisir. Alors non, c'est pas comme ça qu'on crée une startup, là c'est vraiment une anecdote C'est le sur le lore. côté. Là, on raconte l'histoire de Moi base. Et du j'explique. coup, tu gagnais de l'argent par rapport à cette page? Il y Ouais, avait en fait, du... une fois qu'on a sorti l'appli, ça commençait à gagner de l'argent Ok. sur l'appli mobile parce qu'en fait, il y avait des publicités. Mais moi, je savais rien. Quand on était premier de l'Apple Store, j'étais appelé par les Melty, qui étaient un peu l'équivalent des Ouais. Combini aujourd'hui et tout. Et ils me disaient, mais bravo les gars, putain, vous devez gagner 5000 euros par jour premier de l'Apple Store. Et moi j'étais là, ne raccrochez pas, expliquez-moi. Et en fait je savais rien du tout, je connaissais rien. Et donc j'ai appris qu'il y avait des régies publicitaires, que tu pouvais mettre de la publicité sur une appli. J'ai découvert comment, ça m'a pris des mois. Au début ça gagnait 800 euros par mois, puis 5000, puis 10 000, tu vois. Puis on a commencé à comprendre comment ça marchait. Et j'avais pas créé d'entreprise, donc cet argent Ouais. était accumulé sur les comptes de la régie, mais je pouvais les verser nulle part. Enfin tu vois, et donc en fait Ok. au fur et à mesure j'ai appris. Donc en fait aujourd'hui on va parler de comment créer une entreprise. Là je fais juste des parallèles pas et des comme ça. parenthèses, mais c'est pas du tout comme ça. C'est après que j'ai vraiment appris comment on structure tout ça, comment on prend des raccourcis. Et les entreprises que j'ai recréées après, bah, je les créais de plus en plus vite. Mais Ça du me coup, ça a permettait d'être plus été efficace. formateur parce qu'en effet, t'as compris déjà comment fonctionnait le système, bah, notamment d'Internet, comment bah, voilà, être confronté à des problèmes un petit peu légaux parce que bah, voilà, VDM s'était déjà déposé et toi, bah, t'étais un peu sur leur plate-bande. Ouais. Comment tu pouvais monétiser une marque ou une application. Donc finalement, ça t'a fait, bah, ça a été super formateur comme petite expérience qui à la base était là pour rien. Franchement, ça a changé ma vie, c'était hyper intéressant et j'ai découvert que n'importe qui peut justement avoir un gros impact avec un truc à la con et même en vivre, tu vois, à Et terme. oui. Et surtout, j'ai découvert qu'il faut faire les choses et je pense que c'est la première règle et le premier conseil. Faites des trucs, vous paralysez pas avec 1 million de Ouais. trucs justement parce que sinon, en fait, on part jamais, on démarre jamais. Moi, ce qui m'a valu de pouvoir réussir des trucs à chaque fois, c'est que j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit on y va. Même Ouais. Time for the Planet, Mm. si tu commences à réfléchir en amont de Time for the Planet, mais jamais tu lances un truc comme ça. T'imagines, on veut lever 1 milliard d'euros avec des millions Ouais. de citoyens partout dans le monde pour lutter contre le dérèglement climatique, en déployant des innovations majeures grâce à des super innovateurs, en open source, enfin. Si tu réfléchis, tu n'y vas jamais. Et en fait, c'est ça la force, je pense, de la plupart des entrepreneurs. Et franchement, ça peut paraître un peu contre-intuitif, c'est qu'ils réfléchissent peut-être moins. C'est moins des théoriciens, c'est Mm. plus des gens dans l'action. Ils se disent, Ok. je vais pas me limiter avec 1 million de trucs, tant pis j'essaye, et je m'en fous, et je me lance dans le truc, et tant pis pour ce que les gens diront, machin, de toute façon je préviens même pas mes potes, ma famille, je leur dis pas, j'essaye, je commence à créer un truc, et je vois ce que ça donne, et franchement j'apprends, et c'est hyper important. Et après Nuit sans folie, j'ai refait plein d'autres communautés sur le même principe, parce que j'avais vu qu'on pouvait monétiser une communauté en la transformant en média, avec Oui. un site internet, avec une appli smartphone, et du coup bah je recréais d'autres communautés où j'allais en racheter et en faire des médias. On a fait par exemple Rap Punchline, qui était le plus gros média d'actualité sur le rap en France. On a fait des trucs comme Le saviez-vous, sachez-le. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, voilà. Et on avait une douzaine de millions d'abonnés sur l'ensemble de nos communautés et de nos verticales après. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris les communautés et que ça m'a vraiment permis de capter un peu la vibe internet et D'accord. de me dire, putain, mais c'est ouf les communautés en ligne, il y a vraiment des trucs de dingue à faire. Et du coup, donc, ouais, on parlait tout à l'heure un petit peu de la mentalité qui fait qu'on a un petit peu peur de l'échec. Je trouve que c'est assez francophone. Est-ce que, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis notamment, et on le voit, tous les grands entrepreneurs, tous ceux qui maintenant ont des empires, ils ont créé des entreprises qui se sont foirées. Et, Ouais. et là-bas, on autorise beaucoup plus facilement, même socialement, à échouer pour recommencer. Est-ce que toi, ça c'est quelque chose que tu trouves d'important d'essayer, de se louper, mais que ça fait partie du processus? Alors c'est top ce que tu dis. Je vais vous raconter une anecdote. C'est l'anecdote des grenouilles et de la vente de grenouilles. Alors écoutez parce elle a une belle morale. C'est un marchand qui est sur un marché voilà un marché classique alimentaire et il y a un mec qui se balade et qui voit ce petit marchand qui vend des grenouilles. Et le mec, le marchand, il a deux seaux. Il a un seau sur lequel c'est écrit grenouille anglaise et il a un seau sur lequel c'est écrit grenouille française. Et le seau sur lequel c'est écrit grenouille anglaise, il a un couvercle, mais pas le seau sur lequel c'est écrit grenouille française. Et vous le savez, quand on vend des grenouilles, elles sont vivantes. C'est sympa, c'est Ouais. assez hardcore. Et le mec qui se balade, il dit au marchand, mais je comprends pas là, pourquoi le seau des grenouilles anglaises il a un couvercle alors que le seau des grenouilles françaises il a pas de couvercle. Et le marchand il rigole et il dit, ah bah ça c'est tout simple mon bon monsieur, c'est parce que les grenouilles anglaises dès qu'il y en a une qui essaie de sortir, les autres l'aident, lui font la courte échelle et ensemble elles arrivent à remonter jusqu'en haut et à se tirer tout ensemble.
Par contre, les grenouilles françaises, dès qu'il y en a une qui essaye de monter, toutes les autres elles lui sautent dessus pour la ramener au fond du seau. Et donc c'est un peu ça, t'as raison, en France on valorise pas beaucoup l'échec, on est toujours en train de faire en sorte que les autres réussissent pas, il y a quelque chose d'un peu malsain, Ouais. mais en fait dès que quelqu'un essaye et qu'il arrive à, sans faire trop de bruit, sortir du seau, bah en général après tout le monde est un peu en mode waouh bravo c'est génial. Donc ce qui est important avec ce que tu dis, c'est qu'en effet l'échec fait partie du process. On ne peut pas imaginer une seule seconde réussir si on n'a pas échoué avant. En fait je pense que c'est impossible. Alors il y en a qui sont plus ou moins bons pour échouer beaucoup de fois ou moins. Mhm. Moi je suis du genre qui échoue tout le temps énormément. Ok. Mais en fait j'ai appris à être confortable avec ça et à me dire bah je m'en fous en fait. Je sais qu'il faut échouer, ça me fait mal hein. C'est jamais Ouais. agréable Mais d'échouer. t'en tires des conclusions? En fait ça te remet en question, mais si tu sais que derrière il y a un truc mieux qui t'attend, et je vous garantis que c'est toujours ça. Si vous avez un échec, en fait faut vous dire cool, je viens de franchir une étape qui me rapproche de mes succès. Et franchement Ok. c'est toujours comme ça que ça marche, et ça fait toujours une différence de dingue parce que psychologiquement ça change tout, on se sent beaucoup mieux, et on se dit bah vas-y, je tente un truc. Et ce qui est le plus important je pense, et c'est ça qu'on a du mal à capter avec cette notion française, c'est que Mhm. on a l'impression qu'un mec qui monte une boîte c'est forcément un mec hyper ambitieux, qui fait un truc de dingue, c'est vraiment un fou furieux, ça a l'air d'être un génie. En fait, faites un truc anecdotique, faites juste un truc qui vous fait kiffer, même si c'est une petite connerie. Enfin regardez, moi j'ai juste proposé à des gens de raconter leurs pires anecdotes sexuelles de Ouais. manière anonyme en mode blague à la con, et ça a grave marché parce que juste je le faisais parce que c'était un truc qui me plaisait, et je sais pas, j'avais Et que envie de c'était faire drôle. ce truc, ça me faisait marrer, et ça paraît anecdotique. Et à l'époque tout le monde me disait mais mec les réseaux sociaux c'est un jeu, ça sert à rien. Les réseaux sociaux Mm. franchement c'est pour les mecs qui ont envie de se mettre à faire des conneries sur internet, mais ils perdent du temps dans leur vie. Enfin regardez ce qu'on est en train de prouver aujourd'hui avec le Z-Event, avec 1 Twitch. 336 Ouais, mais 000 hein. voilà, les réseaux Déjà, sociaux en une journée. c'est pas un jeu, les réseaux sociaux c'est incroyable, mais il y a 10 ans c'était un jeu. Donc qu'est-ce qui est aujourd'hui un jeu, ou qu'est-ce qui est aujourd'hui une connerie qui pourrait être demain ce qui vous aura permis d'être un entrepreneur qui vous sent bien dans ses baskets et qui fait des trucs cool. Voilà, il y a plein de choses. Et du coup, quelle mentalité? Donc là, on a vu une partie de la mentalité qu'il faut avoir pour être entrepreneur, pour se lancer. Est-ce que tu aurais d'autres conseils de mentalité à avoir quand on se dit, allez, j'ai envie de me lancer? Ouais, je pense qu'il faut être gentil. Ok. Je pense que Bienveillant? là aussi il y a des trucs à déconstruire. Tu pourrais me passer ma veste, après il fait un peu Il frais fait ici froid. dans le Z-Event. Il y a une clim à fond. C'est ça là? Ouais, merci. En fait, je pense que ça peut paraître un peu contre-intuitif aussi. On a tendance à se dire, ouais, les entrepreneurs, c'est des gros requins, c'est des mecs, ils arnaquent tout le monde, Mhm. c'est comme ça qu'ils montent les échelons, machin. Ça, c'est un peu la version à l'ancienne de l'entrepreneuriat, des mecs de 50 ans, un peu les vieilles crapules, tu vois, voilà, qui font des fusions-acquisitions. En réalité, la plupart des entrepreneurs ne font pas ça du tout. Et d'ailleurs, être gentil est vraiment un hack, parce qu'en fait, plus vous êtes gentil, plus vous faites confiance presque naïvement aux Ouais, gens. Moi, c'est ce ouais. que j'ai fait, je l'assume à 100%. J'ai fait confiance à des gens qui ne voulaient que du mal, mais je me suis toujours mis dans cette posture où moi, je suis un vrai gentil de base. Alors du coup, bah tant pis, je faisais confiance et puis je me faisais niquer. Clairement, je me faisais niquer Ok. souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, je me faisais niquer à haute fréquence parce que je perdais pas de temps à être méfiant, à vérifier et tout Ça ça. te faisait des histoires pour ta Ça page me faisait Facebook. plein d'histoires pour mon site. Et en fait, en me faisant niquer, je prenais des baffes dans la gueule et très vite j'identifiais qui étaient les bons partenaires, les bons clients, tu vois, toutes ces bonnes personnes qui D'accord. m'entouraient et qui étaient les gens dont il fallait surtout que je me détache. Et franchement, ça me permettait très vite de m'entourer de gens de confiance. Bien sûr, sur le tas, je perdais plein de personnes, il y avait plein de gens qui me mettaient des couteaux dans le dos. Et Et ouais. je pense que les grands victoires, les grands succès, ils se font toujours sur un certain nombre de cicatrices, donc on a tous un peu des cicatrices de couteau dans le dos. Mais honnêtement, moi je me suis fait arnaquer par plein de gens. Franchement, que ce soit des investisseurs qui avaient mis de l'argent chez moi, qui m'ont volé des clients, des potes qui étaient entrepreneurs, qui m'ont niqué, mais vraiment plein. Mais Ouais. par contre, au milieu de ça, il y a une ou deux personnes chaque année qui sortaient et qui me faisaient exploser parce que c'était des gens de confiance et qui m'ouvraient des portes de malade et qui m'introduisaient des gens de dingue. Et donc je pense qu'il faut pas avoir peur d'être gentil aussi. Faut pas avoir peur de parler de ses idées. Ok. Voilà, ça c'est un conseil peut-être sur la mentalité. Après, il y a plein de conseils plus pratiques et on va rentrer un peu plus dans ces détails-là après. Parce que effectivement, je pense que la plupart des gens ont peur de se lancer parce que déjà, voilà, comme on l'a dit au début, ils ont peut-être pas l'idée et du coup ils se sentent perdus, même s'ils ont la volonté. Mais après, comment aussi on peut gérer tout ce qui est prise de risque financière, même parce que ouvrir une entreprise, c'est quand même ou peut-être pas, je ne sais pas en fait. Peut-être que c'est une idée, mais on se dit que on risque aussi peut-être notre maison, notre voiture, notre situation, notre confort actuel. Est-ce que ça, tu dirais que c'est une vérité ou est-ce qu'il y a des choses en fait qui nous protègent et qu'en fait c'est plutôt une fausse vérité?
Alors je pense que c'est une super question, merci beaucoup de la poser et merci pour la pertinence de la question. Ah non, non, vraiment, c'est super parce que c'est vrai que c'est le vrai truc que les gens se disent. Moi je pense qu'il n'y a aucun risque aujourd'hui à essayer de lancer une boîte. Aucun risque. En France en tout cas, je le mets sur le tapis, sauf dans quelques cas hyper spécifiques de boîtes qui seraient genre vraiment des trucs, des labos biotech où tu as besoin de Mm. lever beaucoup de fonds parce Ouais. que tu peux pas faire ta preuve de concept sans des millions d'euros. Aujourd'hui, si vous voulez monter une boîte, là on va rentrer dans le cœur du sujet. Mhm. Il y a tellement d'outils en ligne qui font que vous pouvez vous assurer que votre truc peut fonctionner que c'est pas risqué. Le premier truc qu'on va se dire, c'est que aujourd'hui, quand on monte une boîte, il faut s'assurer qu'on a un modèle économique. Il faut s'assurer qu'on est capable de vendre, parce qu'en Ouais. effet, c'est ça qui nous sécurisera demain. Si vous n'avez pas de modèle économique, et moi j'ai fait l'erreur 100 fois, bah vous êtes clairement en danger, parce que si vous Donc n'êtes le pas capable... business plan, déjà à la base. Ouais, mais même, Ou même en fait, avant. tous ces termes, le business Ok. plan, tout ça, faut les dégager, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est les trucs pour les banquiers, pour les mecs bureaucratiques qui vont vous emmerder et tout ça. Mais vous, tout seul devant votre ordi ou devant ce que vous avez pour travailler, faut vous en foutre, faut juste vous dire comment je vais gagner ma vie avec ce projet, où est-ce que Ok. je vais vendre, est-ce qu'il y a un vrai besoin pour lequel les gens sont Mhm. prêts à payer, et ça c'est la première chose que je vais vérifier. Mais vraiment la première, je fais mon vrai logo définitif, j'en ai rien à foutre, je le Oui. fais pas tout de suite, je fais juste un truc branque-ballant, je vais vous dire, on va parler un peu du fake it until you make it après. Mhm. Mon nom, je m'en fous qu'il soit vrai ou pas, mon design, mon site, ça, c'est le truc dans lequel faut pas tomber. Passer des mois à faire un truc en attendant qu'il soit parfait avant de se lancer. En fait, moi, j'ai fait cette erreur plein de fois. Je peux vous dire que je l'ai fait dans la souffrance. Ne faites pas ça. Vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Vous allez avoir des désillusions. La vérité, c'est qu'il faut commencer tout de suite par essayer de vendre. Mais le premier jour. Et pour ça, on a des outils de malade. Vous pouvez le faire en quelques heures en parallèle de votre travail, en parallèle de ce que vous faites, pour chercher et vérifier que ce que vous avez envie de faire, ça peut vraiment fonctionner. Ok. Et ça s'appelle le fake it until you make Mhm. it. Donc À typiquement l'américaine. aujourd'hui, ouais, donc ça veut dire faites-le pour de faux avant de le faire pour de vrai. Ouais. Et en gros, ce qu'on peut très bien faire aujourd'hui, c'est faire une landing page, c'est-à-dire une page internet qui présente par exemple votre idée de service ou de produit de manière fictive, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans votre tête, ça n'existe pas pour de vrai, mais vous, sur cette page internet, vous allez donner l'illusion que votre produit ou votre service est complètement prêt. Donc par exemple, je sais pas si vous voulez vendre un porte-clés qui permet de retrouver vos clés n'importe où. Voilà, on part de là. Parfait. Bon, si vous prenez la méthode traditionnelle que vont vous conseiller les banquiers, les gens un peu du monde traditionnel, c'est alors d'accord, il va falloir trouver comment vous allez faire pour créer ce porte-clés. Donc aller dans un laboratoire qui va vous aider, une industrie pour faire produire les porte-clés. Et là, vous allez tomber sur des mecs qui vont vous dire d'accord, mais moi je vous le fais que sur 10 000 pièces et vous savez même pas si ça va marcher. Vous allez vous engager, vous allez engager des coûts. Donc on va vous dire bah faut aller lever des fonds. Ok, bah du coup je vais lever des fonds, je vais voir un banquier. Le banquier va vous refouler. Vous allez galérer, vous allez essayer de trouver un mec qui vous file 10 000 euros. Ça va être un enfer, vous allez y passer un temps fou et en plus, à la fin, vous n'avez aucune garantie que ça va marcher. Imaginez la souffrance. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez dire, bah moi, je vais créer une landing page, donc un site internet d'une seule page. Là, Mhm. vous allez sur Strikingly ou Wix, tout ce genre de trucs Ouais. que vous avez déjà vu qui servent à créer un Gratuit, site. mm. N'importe qui peut faire ça, c'est gratuit et vous pouvez créer une page. Voilà. Ou pire, c'est 10 € par mois pour publier la page. Hein, voilà. Vous allez et vous faites une page qui présente ce porte-clés. Vous faites un petit design, Ouais. c'est assez facile. Au pire, vous trouvez un design sur des sites de photos gratuits comme Pexel, comme Unsplash. Vous trouvez un truc qui ressemble vaguement à votre porte-clés, vous en avez rien à foutre, vous le mettez. Vous écrivez, voilà, le porte-clés permet de retrouver ses clés de n'importe où. Vous mettez un titre un peu sympa, vous l'appelez Géo porte-clés, je sais pas, voilà. Vous Ouais. mettez votre truc, vous allez sur des sites pour trouver un logo sans avoir à faire un logo. Par Oui, exemple, il y a en des sites comme ça, genre The Noon Project, voilà. Ok. Vous avez rien à faire, hein, là ce que je vous dis, ça vous a pris 1 heure, ça vous a coûté 10 €, vous avez fait une page, ok? Bon, c'est tout court. Hein. Une fois que vous avez cette page, le but c'est d'aller loin dans le process. C'est de vous assurer qu'il y a vraiment des réelles intentions marché. d'achat et qu'il y a un vrai marché, tout à fait un vrai besoin. Et pour faire ça, il n'y a pas le choix. Ça suffit pas d'avoir des gens qui disent moi ça m'intéresse et Ouais. qui vous laissent leur mail. C'est bien, mais c'est pas la vraie étape que vous devez valider. La vraie étape que vous devez valider pour hacker le truc et avoir toutes les portes qui s'ouvrent, c'est de faire payer les gens. Alors, vous allez voir pas pour de vrai, mais en tout cas, mesurer leur intention d'achat réelle en mettant par exemple un bouton acheter. Et les gens, quand ils cliquent, c'est entrer votre carte bleue. Donc les gens, faites-leur entrer leur numéro de carte bleue. Alors évidemment, vous pouvez choisir à quel niveau vous arrêtez éthiquement. Moi, clairement,
j'en ai souvent eu rien à foutre, je leur faisais entrer leur carte bleue. Évidemment mon site n'enregistrait rien, j'avais pas leur numéro de carte bleue en base de données, mais par contre quand ils l'avaient rentré et que j'avais validé que les mecs étaient allés jusqu'au bout et qu'ils avaient mis leur numéro de CB, je disais désolé, produit en rupture de stock, ou alors j'étais honnête, je disais voilà désolé, cette page sert juste à tester l'appétence des gens. Je n'ai jamais eu une plainte, je n'ai jamais eu un seul problème. Les gens s'en foutent un peu, ils sont juste déçus et souvent ils Mais laissent on a leur le mail. droit de faire ça? Mais on s'en fout. En fait, oui, on a le droit. Non mais Ok. en fait, non mais je te dis ça parce que souvent, ce qui nous limite, c'est des croyances sur le droit, sur les risques. Ouais, En réalité, il n'y a aucun risque. Et si un mec, genre vous attaquez ou quoi, et ben vous avez juste à lui prouver qu'en termes de RGPD, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas pris ses Ouais. données. Vous lui envoyez, vous dites voilà, regardez, c'est reset, on n'a rien. Ou vous avez juste à le rembourser si vous l'avez fait payer, parce que des fois tu peux même le faire payer pour être sûr, et rembourser direct derrière. En fait, on s'en fiche. mais Et toi, il faut après, quand même une structure pour valider tout ça. zéro. Il y a pas la création de sa boîte officielle se passe en dernière étape, on va en parler. J'ai fait un article qui s'appelle 7 étapes pour créer sa startup et qui balance toutes ces étapes là. Ok. Et du coup, la boîte créée là à la fin. Même Time for the Planet, on l'a lancé, on n'avait pas de boîte, on a créé la boîte 4 mois après. La vraie Ok. structure juridique de Time, elle est 4 mois après. Dans le cadre de Time, par exemple, nous, on collectait des promesses d'investissement. Ok. Donc en gros, sur la landing page qu'on avait fait, les gens disaient je promets que j'investirai. Et donc on ne savait pas s'ils allaient investir, mais en fait, on leur avait fait tout un process comme s'ils allaient investir. Ils étaient persuadés qu'ils allaient investir, ils arrivaient avec leur CB prêt à investir. Ouais. Et à la fin, on disait en fait, tu peux pas encore investir, on n'a pas de structure, mais merci de t'être chauffé pour investir. T'as juste à cliquer ici pour nous dire je promets, et nous on te recontactera au moment. Et franchement, on a fait comme ça. Et à chaque fois, on fait ça parce que c'est ça qui nous permet d'être sûr qu'il y a un marché Ok. et qu'il y a des gens prêts à acheter. Sinon, vous allez niquer une grosse partie de votre vie et perdre beaucoup de temps. Et c'est quand même dommage. Du coup, juste pour finir là-dessus. Ouais. Le fait de faire une landing page, de mettre un truc pour valider que les gens sont prêts à acheter, bah, vous allez voir, après il faut savoir comment on fait venir des gens sur cette landing page, etc. On va en parler. Mais c'est la première étape parce que même avec un truc bricolé en... Allez, on va dire que ça vous a pris une journée quand même, le temps d'aller trouver les belles images, le logo sur The Noon Project et tout. Mais vous n'avez besoin d'avoir aucune compétence. Vous n'avez pas besoin d'être graphiste, vous n'avez pas besoin d'être photographe, vous n'avez pas besoin d'être copywriter, vous n'avez pas besoin de savoir faire des sites, vous n'avez pas besoin d'être développeur, vous n'avez besoin de rien. Et donc un connard de fac de sport est capable de faire ça, donc vous en êtes capable. Et ça change tout parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de quitter votre job pour lancer votre boîte, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en danger d'emprunter une banque, vous ne prenez aucun risque à ce stade, vous avez pris un samedi après-midi. Voilà, Mais c'est en du gros coup, ça. ok, donc tu fais ça, mais à partir de combien de personnes qui veulent, admettons, investir sur le projet ou passer une précommande, tu te dis, ça marche. À partir Ouais. de quel moment tu te dis, oui, l'idée est pertinente? Très Parce très bonne que question. C'est Non, vague. mais super question. Peut-être si tu vois des questions d'ailleurs du chat, on Ouais. essaiera de vous répondre un peu parce que on va essayer de rester avec les gens. Mais en tout cas, donc très bonne question. En fait, ce qui va compter Salut. avant tout. Wesh alors, ma race. Ça va? Ça va gros? On a bien dormi? T'as pas dormi? Ah, d'accord, bon, tout va bien alors. Bon, t'as bien raison. Mais je crois que ça arrive à beaucoup d'espèces et d'autres personnes. Alors, comment est-ce qu'on sait à partir de quand ça marche? En fait, là, on va vous parler du ROI, qui est pas forcément l'indicateur le plus Le intéressant, puisque retour sur investissement. donc je vous ai dit que En le anglais. premier truc c'est votre business model entre guillemets parce que si vous n'êtes pas capable d'avoir un truc qui vous permet d'en vivre, bah derrière vous avez beau être passionné, ça va éteindre la passion. Vous allez galérer et si vous n'avez pas de modèle, c'est super difficile. Maintenant, ce qui est important quand même, c'est de se dire que si vous avez une vraie mission et si vous faites les choses non pas pour l'argent, bah vous aurez beaucoup plus de chances que votre modèle économique derrière il fonctionne parce que vous serez quand même hyper passionné et vous serez porté par ce que vous faites. Donc juste je veux rappeler un truc, c'est que les boîtes qui marchent, et moi j'ai mis un peu de temps à comprendre ça, mais c'est vraiment les boîtes pour lesquelles vous êtes aligné avec votre ADN. Vous faites le truc parce que c'est votre raison d'être de faire ça, et c'est vraiment votre mission, et vous vous battez d'abord pour ça, vous vous levez le matin pour ça. C'est ça qui fait que vous avez l'énergie d'encaisser toutes les tartes dans la gueule que vous allez prendre, tous les échecs. C'est ça qui fait que vous avez vraiment la volonté d'aller au bout des choses, et c'est ça qui fait que vous pouvez faire ce process entrepreneurial d'essai-erreur. Donc faites un truc qui vous passionne, ne faites jamais les choses pour l'argent, c'est super important parce que maintenant on va parler un peu d'argent, et je voulais amener ce prérequis. Maintenant, comment est-ce qu'on valide son modèle économique? Et comment est-ce qu'on sait si sa landing page elle sert à quelque chose? En fait, il y a un moyen très simple de le savoir, c'est quand j'investis 1 euro pour amener des gens sur mon projet, combien ça rapporte?
Si ça rapporte 10 centimes, bah, ça va être très compliqué d'en vivre et vous allez être dans la merde. Si ça rapporte 2 euros, là vous pouvez vous lancer et vous dire ok, ça vaut vraiment le coup. Cette méthode que je viens de vous citer, le fake it until you make it, en fait elle est utilisée même par des grands groupes. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé à l'époque pour plein de grands groupes et je leur faisais ça. En gros ils me disaient bah voilà, on est prêt à lancer ce programme ou ce projet ou ce produit ou ce service, on va dépenser 1 million d'euros là-dedans, mais on a super peur parce qu'on sait pas si ça va marcher. Ouais. Et en vrai les études de marché ça nous donne aucune garantie. Et du coup ils disaient est-ce que Arthur avec ton équipe vous pouvez pour 50 000 euros nous faire tout ce que je suis en train de raconter là, donc la landing page machin, et nous dire voilà les amis, quand on dépense 1 euro pour faire venir du monde sur cette landing page fictive et votre service qui n'est pas encore créé de manière fictive, et ben effectivement ça rapporte 2 euros. Donc allez-y, dépensez votre million d'euros. En revanche, des fois je leur disais ça rapporte 10 centimes, mais ça, ne le faites pas. Tu le quantifies comment? Parce que là, si on reprend l'exemple de ton porte-clés, là pour le coup, tu nous expliques, tu essayes de faire une landing page, voir s'il y a du trafic et si les gens sont prêts à investir. Ok, mais du coup, ton prix d'achat, enfin ton prix de vente, tu le bases sur le prix peut-être du marché que tu as étudié rapidement, mais ton prix d'achat, du coup, tu le connais pas encore parce que tu n'as parlé à aucun fournisseur, aucun designer et tu n'as pas encore d'idée de quantité, ce qui va te permettre de négocier ton prix d'achat. C'est une très bonne... Mais c'est super parce que du coup, tu causes des questions hyper pertinentes. Là, on a fait la première étape sur les 7 étapes, donc mais on enchaîne, mais c'est très bien. Donc juste comment on fait venir du monde sur sa landing page. Donc en gros le prix en effet du produit en général faut le fixer un peu de manière genre large, faut se prendre de la marge, faut se dire je vais essayer de taper haut. Parce que ce que tu dis, il y a plein de réductions d'échelle etc, mais au début tu les as pas, donc faut se dire combien ça coûterait en effet de faire produire mon petit porte-clés si je passe par un nombre faible tu vois de production etc. Donc en général tu arrives quand même vite à avoir une idée, tu fais quelques recherches, tu regardes les produits concurrents, il y a toujours un produit concurrent et c'est très bien. S'il n'y a pas de produit concurrent, c'est même plutôt un mauvais signe en général. Dans l'entrepreneuriat, le cerveau humain il est assez incrémental. Les grosses innovations de rupture c'est assez rare. En général c'est juste des petits pas, c'est juste des légères améliorations. J'ai par exemple un ami qui a créé l'application de rencontre Fruits. Voilà, lui il a juste pris Tinder. Ça a des fruits, non? Ouais. Il a pris Tinder, il a pas réinventé la roue, il a rajouté un petit concept de fruits et il a cartonné. En général c'est juste ça les cartons entrepreneuriaux. Et donc t'as tout un panel de trucs sur lesquels tu peux te baser. Donc tu trouves un porte-clés peut-être qui est sympa mais qui est pas encore connecté, qui coûte X et tu dis bon ok, je peux me positionner là et je fais x2 sur le prix, comme ça je suis tranquille. Et ça je vais tester si c'est rentable avec un x2 sur le prix. Donc on écrit le prix sur notre landing page et là il va falloir faire venir du monde sur notre landing page. Donc là il y a plusieurs choix. Soit vous avez décidé de consacrer un peu d'argent à votre projet, il vous tient à cœur et mettons que vous avez envie de consacrer 300 euros. On va partir sur 300 euros. Soit vous avez vraiment pas d'argent et c'est ok. Enfin moi c'était mon cas, j'avais jamais vraiment de thunes au début pour le faire. Et donc va falloir trouver d'autres façons de faire. Donc comment est-ce qu'on amène des gens sur sa landing page? Et ben là, on sort les doigts du cul. Donc soit on est un bourrin, on va dans la rue et on dit est-ce que un porte-clés comme ça pourrait vous intéresser? Voilà, je vous propose de visiter mon site. On fait imprimer des flyers pour 10 euros si vraiment on veut. 10 euros, hein, véridique. On essaie de faire venir des gens. On en parle sur ses réseaux sociaux. On fait des posts sur LinkedIn. On fait des posts sur des groupes Facebook. On bourrine un peu partout. On essaie de créer une communauté en faisant des publications sur Instagram. Vraiment, mais des trucs très basiques. Par exemple le créateur de Feed, Anthony Bourbon, il en parle souvent. Lui il faisait ça, il bourrinait, il essayait de se faire connaître, il était dans tous les groupes Facebook. Moi c'était pareil, je hackais un peu les groupes Facebook à l'époque, c'est ce qui marchait. Aujourd'hui il y a peut-être d'autres trucs utiles qui marchent, je sais pas, aller en commentaire d'un live d'influenceurs, enfin voilà, des trucs comme ça. Ça paraît complètement con, mais voilà, en disant vous avez un besoin, on parle de son projet, on parle de son produit. Les seuls gens qui vont vraiment vous emmerder et qui vont vraiment être critiques, c'est votre famille et c'est vos amis, parce qu'ils tiennent à vous et parce ils sont renvoyés à leur propre identité quand c'est un ami à eux ou quelqu'un de leur famille qui leur parle de son projet, et c'est très difficile pour eux de concevoir que vous avez envie de faire un truc. Donc ils vont voir tous les problèmes, ils vont voir toutes les galères, ils vont vous critiquer tout le temps et ça va complètement vous miner. Par contre si vous en parlez pas à votre famille, vous en parlez pas à vos amis et que vous allez comme ça là avec votre bâton de pèlerin dans des groupes Facebook machin que vous bourrinez, vous avez des chances qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Parce qu'on est d'accord que des fois les proches ils peuvent avoir des pensées limitantes parce que et nous-mêmes on en a, mais si on essaie d'entreprendre c'est qu'on essaye de les dépasser, mais que nos proches souvent ont tendance à nous ramener malheureusement les pieds sur terre, et c'est normal, hein, c'est pour parce qu'ils tiennent à nous, mais c'est vrai que ces pensées limitantes elles sont... Comment on combat des pensées limitantes quand on parle d'un projet du coup? On essaye de pas s'y confronter. En fait au début quand on n'est pas sûr de soi, on n'a jamais créé de boîte, on n'a jamais eu de succès, on est hyper fragile. Il faut surtout pas aller se mettre en face de gens qui vont vous démolir. Et franchement les amis, la famille,
ils nous démolissent. C'est trop dur pour eux de concevoir que vous voulez vous lancer, ou ça les renvoie à leur propre identité. C'est vraiment une mécanique qui est pas agréable, et du coup ils ont besoin de vous démonter. Ne vous laissez surtout pas avoir par ça. Parlez de votre idée, faites-vous plaisir, mais par contre, faites-le à des inconnus, purs et durs. Et vous allez voir que c'est super positif. Et ça, pareil, on dit tout le temps, faut pas Et parler de avec son idée, bienveillance, machin. comme tu disais, parce que gentil, donc j'ai vu dans le chat, même ça parlait éthiquement, est-ce que c'est bien de proposer un produit qui n'existe pas? Mais toi, donc tu prônes quand même la gentillesse, la bienveillance dans tes actions. Il faut être honnête, l'éthique elle est là. Soyez honnête à la fin et dites aux gens, voilà, ça n'existe pas. Mais le projet que vous avez et il vous tient à cœur, il faut que vous vérifiez qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à y aller, et vous pouvez pas vous mettre en danger à ce point-là. Donc éthiquement, là où il y a un truc qui est à placer en fonction de votre niveau d'éthique, c'est à quel moment je dis aux gens, bon bah merci les amis, finalement je collecte juste votre mail, je prends pas votre, je vous dis pas d'appuyer sur le bouton payer, ou alors ça peut être juste appuyer sur le bouton payer, ou ça peut être entrer sa CB. En fait, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'aller à un stade super loin. C'est en fonction de votre niveau de confort. Maintenant, ce qui est très important pour finir sur le fait de faire venir des gens sur sa landing, c'est que les gens vont vous faire des feedbacks, parfois un peu difficiles. Il faut accueillir ces feedbacks, il faut en prendre le plus possible, mais faut comprendre aussi pourquoi les gens ont besoin ou n'ont pas besoin de votre produit. Et les gens qui viennent sur votre landing page, faut quand même vraiment être capable de mesurer précisément s'ils sont capables d'être séduits. Deuxième truc, si vous avez 300 balles, on en a parlé, vous pouvez faire des pubs. En fait, sur Facebook aujourd'hui, c'est super facile. N'importe qui peut paramétrer des pubs, ou sur TikTok, selon votre cible, n'importe où, là où vous pensez qu'il y aura des gens. Vous mettez 300 balles en créant un petit visuel, vous le faites avec Canva. Vous prenez des visuels gratuits sur Unsplash, sur Pexel, sur Pixabay, tous ces sites qui vous filent gratos des super visuels. Vous écrivez un peu la proposition de valeur de votre truc, c'est-à-dire en une phrase à quoi ça sert, mais tout simple, hein. Genre ne perdez plus jamais vos clés. Ne perdez plus jamais vos clés. Géo porte-clés. Voilà, vous écrivez ça, c'est tout. Vous mettez le lien de votre landing page en haut et vous dites pour 5 euros vous ne perdrez plus jamais vos clés. Bam, vous faites ça en pub Facebook, c'est hyper facile. Vous allez sur Facebook Ads, vous tapez Facebook Ads, c'est fait pour que n'importe qui puisse dépenser de l'argent. Vous pensez bien Facebook, hein, ça va, ils ont les dents qui raillent le parquet, donc les mecs forcément, hein, ils ont fait en sorte que n'importe qui puisse aller claquer de la thune chez eux. Et pour 300 balles, vous allez lancer votre pub. Faites d'abord 50 balles, puis 50 balles, comme ça vous changez un peu les visuels, vous adaptez. Et là en live, vous voyez les gens qui se connectent à votre site, vous voyez ce que les gens font. Est-ce qu'ils dépensent les 5 euros pour acheter leur Géo porte-clés? Et s'ils les dépensent, et ben là, vous allez voir très vite que vous étiez parti sur un prix, par exemple, un coût perso de, allez, on va dire, ça me coûte 2 euros d'acheter un Géo porte-clés, et je vois que le marché le vend à 2,50 €. Moi, je l'ai mis à 5 euros parce que le mien, il est vraiment balèze. Quand je dépense 5 euros de publicité, est-ce que je vends un Géo porte-clés ou pas? En fait, là, ça devient factuel. Si quand je dépense 1 euro, je vends un Géo porte-clés à 5 euros, ah, ma boîte, elle va valoir le coup, je vais pouvoir me lancer dans la création réelle de mon Géo porte-clés, dans la création de mon réel site, etc. Et là, on va parler des étapes d'après. Mais si, quand vous dépensez 1 euro, le truc ne rapporte rien, enfin, vous n'arrivez jamais à en vendre, et il faut que vous dépensiez 50 euros pour vendre un Géo porte-clés à 5 euros, bah, ne faites pas cette idée. En fait, il n'y a pas de vrai marché, il n'y a pas de vrai besoin, et vous allez vous sauver la vie. Et dernier truc qui est important maintenant, parce que ça compte vraiment, parfois, quelqu'un réussira cette idée. Lui, il réussira, mais vous, non. Et en fait, il faut être à l'aise avec ça, parce que créer une boîte, souvent, en fait, c'est être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Moi, j'aime bien prendre cette analogie du terrain constructible. En fait, tant que vous êtes sur un marécage, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, essayer de construire un immeuble, faire toutes les bonnes pratiques qu'il faut, votre immeuble il va se péter la gueule, ça ne tiendra jamais. Et donc il faut être au bon endroit, il faut être à l'endroit où vous êtes vous, où vous incarnez vraiment votre mission, c'est votre ADN. Nous, Time for the Planet, moi je me lève tous les matins en me disant je fais ce qui est ma raison d'être vraiment. Et ça me fait du bien parce qu'on pourra en parler, mais après dans la suite de mon parcours, je me suis un peu égaré et je faisais des trucs qui étaient super, qui marchaient, mais c'était pas ce que je voulais faire, c'était pas moi. Et en fait, je me perdais là-dedans. Je m'éteignais personnellement, ça rapportait plein d'argent, hein, mais c'était pas le but de ce que je voulais vraiment faire. Et au final, en m'éteignant, bah, j'emportais avec moi ces projets dans la chute. Et c'est pas du tout une bonne technique. Donc, faut trouver le terrain constructible. Et d'abord et avant tout, le terrain constructible, c'est là où vous êtes heureux, où vous êtes vous-même, où vous rayonnez et où vous répondez à un problème qui vous tient à cœur. Donc, par exemple, moi, la lutte contre le dérèglement climatique, ben, c'est ma raison d'être aujourd'hui. Je sais que je veux me lever le matin pour ça parce que, tu vois, on en parlait, je créais des mares, j'ai toujours été très proche de la nature et la nature, je veux la protéger. Je veux vieillir dans un monde où la nature est préservée, où elle est protégée, où elle est belle et où je peux encore faire des belles balades. Et c'est ça
qui me motive à me lever le matin. Et vraiment, je vis pour ça aujourd'hui. Et parce que je vis pour ça aujourd'hui, eh ben, j'ai eu la force de trouver un modèle économique qui fonctionne pour Time for the Planet et qui permet de faire grandir le truc. Bon. Tout ça pour dire que du coup, une fois qu'on a fait sa landing page, qu'on a du trafic, qu'on a réussi à ramener des gens et qu'on a validé qu'il y a un modèle économique viable, eh bien on peut aller construire son immeuble. Et donc ça veut dire qu'on a trouvé son terrain constructible. On est la bonne personne, on est au bon moment, on est au bon endroit et il y a quelque chose qui se passe. Parfois on peut échouer et voir un mec réussir à l'autre bout du monde avec le même projet, le même truc, et bien peut-être que c'est juste que lui c'était la bonne personne, il était au bon endroit, etc. Est-ce qu'on a des questions ou des trucs ou je Alors sais pas. effectivement, voilà, il y a plein de gens qui trouvent que c'est extrêmement positif ce que tu dis. Après, effectivement, c'est peut-être à nuancer par certains côtés en fonction de la personne qui initie le projet, parce qu'effectivement, toi, tu as cette personnalité, cette envie, cette motivation. Tout le monde n'a pas la même ou la même résistance même face à l'échec ou face aux difficultés. Donc ça, effectivement, je pense que c'est important, mais c'est vrai que ça peut donner une ligne directrice de garder la motivation et par contre, je suis d'accord avec toi, d'avoir un projet qui a un sens. Il faut vouloir le faire, hein. Moi je dis pas que c'est génial d'être entrepreneur, je dis pas que c'est la voie unique et la plus cool. En fait on s'en fout. Si vous avez envie d'être entrepreneur, moi j'essaie juste de vous donner quelques tips et quelques retours. Mais en fait vous avez tout à fait le droit et c'est tout à fait normal de dire moi j'en ai rien à foutre d'être entrepreneur. Attends, je regarde si c'est bien. Ouais, t'es pas bien orienté. Ok, on m'entendait mal ou c'était quoi le... Ah, c'est mieux là. Ok, super. Alors, deuxième étape, du coup, quand tu... Donc là, ok. On était à la deuxième étape. La deuxième étape, c'était à créer sa landing page, avoir un truc un peu canon. Donc d'abord, trouver la motivation en soi en ayant des petites idées ou dans la vie de tous les jours. Après, oui, je voulais bien sûr dire, là bien sûr Arthur, donc il est fondateur de Time, donc bien sûr c'est quelque chose qui lui parle à lui et en plus ça a un sens pour la planète, mais après on parlait pas de sens dans l'idée, le sens pour la planète, hein. Ça peut être un sens pour vous, pour vos valeurs, hein. Attention qu'on soit bien d'accord là-dessus. Là il s'avère que ces valeurs correspondent à Time for the Planet. Donc ok, donc d'abord avoir envie de tenter, ne pas se limiter par des peurs qui finalement n'existent pas forcément. Essayer. Elles existent chez nous, on est obligé d'avoir peur, mais en fait à un moment, si personne voit nos échecs, ça réduit quand même vachement les peurs. En tout cas, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Donc ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on peut se jeter dans le grand bain et se dire allez c'est parti, on verra ce qui se passe quoi. Et en fait, c'est pas mes amis ou ma famille qui vont me railler le lendemain quoi. Donc on se lance et on essaye du coup de voir si on arrive à attirer un public sur peut-être une landing page ou sur notre projet, quel qu'il soit. Ensuite, une fois qu'on a déterminé que ce projet était viable, peut-être, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver ce qu'on appelle ces early adopters. Alors là, c'est un petit terme du jargon de l'entrepreneuriat pour dire c'est vraiment le cœur de cible, c'est vraiment les gens qui seront les premiers à croire en vous, à aller sur le truc et à bouger vraiment leurs amis, leur famille pour qu'ils découvrent votre projet. Et donc les early adopters, c'est vraiment les hardcore fans. C'est vraiment les mecs qui vont dire moi le porte-clés Géo, c'est the truc pour moi. Et donc là, vous allez vite les identifier ces gens. C'est des gens qui vont vous appeler, qui vont faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Parfois c'est même ceux qui vont vous tracher parce qu'en fait ça veut dire qu'ils y tiennent en fait. S'ils prennent du temps pour vous tracher, c'est à dire qu'ils ont envie d'y croire et qu'ils sont intéressés par votre projet. Et donc ces gens là en général on les identifie assez vite et quand on les a identifiés il faut passer du temps avec eux parce que ces gens là ils vont vous permettre d'améliorer votre produit, d'améliorer toute votre entreprise et d'aller dans une direction qui vous permettra de dépenser correctement vos fonds derrière parce que là on n'a pas encore fait une grande partie du chemin. On a émis une hypothèse, on a commencé à valider une hypothèse et potentiellement on a un truc conceptuellement qui fait le taf, mais par contre il faut aller beaucoup plus loin parce que si on veut arriver au moment où le truc est suffisamment solide et robuste pour que plein de gens puissent être vos clients, il va falloir quand même prendre des feedbacks à un moment. Et les feedbacks c'est hyper important pour améliorer son produit. Donc le but c'est d'aller chercher les feedbacks sur les gens qui y croient et qui sont les plus hardcore. C'est ça les fameux early adopters. Et donc eux faut aller les voir, faut leur parler un maximum. Et là, il faut les écouter. Faut pas leur parler et leur poser vous des questions ou leur dire non mais tu comprends, la vision c'est ça ou essayer de les convaincre. On n'essaie pas de les convaincre. C'est ça la méthode Lean Startup comme on l'appelle, c'est de dire je ne fais que poser des petites questions et j'écoute et j'emmagasine. Moi comme ça, j'ai parfois changé complètement mon produit. Genre les gens venaient parce qu'ils avaient eu une interprétation de ce qu'ils avaient vu sur ma landing page qui n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais dans ma tête. Et en fait les mecs croyaient que ce que je proposais c'était un truc complètement différent. Et je me suis rendu compte que ce que moi je voulais proposer
ça n'intéressait personne, mais ce truc que les gens interprétaient, ça les intéressait tous, et je l'avais pas du tout capté. Et il a fallu que j'ai plein de discussions, des dizaines avec des mecs, des early adopters, pour me dire oh putain, mais les mecs ils veulent ça en fait, et je comprenais pas du tout. Et c'est là que tu craques et que tu trouves un truc qui peut vraiment valoir le coup, quoi. Du coup, donc les gens qui critiquent, enfin, mais constructivement, Mhm. dans tes early adopters, en fait, c'est des personnes super importantes parce que c'est elles qui font vraiment émerger et dessiner ton projet. Bien sûr, en fait, l'étape d'après pour moi, c'est de discuter avec les early adopters, donc passer vraiment du temps avec eux. Et ces gens-là, en fait, même les mecs qui vous trashent sur les réseaux sociaux, qui vous trashent dans les Ouais. chats, en général, ils sont super précieux. Parce que s'ils prennent la peine de faire ça, Mm. c'est que ça leur tient à cœur. C'est qu'il y a quelque chose au fond qui est À important. creuser. Et donc, prenez du temps. La critique est super importante. À ce moment-là, il faut être capable de se prendre des baffes, mais vraiment. Et Ouais. c'est assez dur, hein. Franchement, c'est des baffes à la pelle et à la pelleteuse. Par exemple, mon Dieu, la Startup Nation, on dit bonjour. Pourquoi es-tu un early adopter? Peut-être parce que tu as l'air impliqué dans le chat avec nous, je ne sais pas. On verra. D'accord, ok. Et une fois que tu as mieux défini ton projet et que du coup tu as tenu compte de ce que les gens, des retours des gens, qu'est-ce que tu fais ensuite? Parce que là tu as un projet, il est temps de se lancer peut-être. Alors, donc là, je regarde sur mon petit article pour pas me confondre sur les trucs parce que comme il est quand même le matin, je viens de me lever. Oui, là, l'idée c'est de vendre pour de vrai. Donc à partir de maintenant, on va essayer de vendre pour de vrai, même si votre projet il n'est pas encore prêt. Donc là, c'est super important aussi parce que on est obligé à un moment d'amorcer quand même la machine. Vous aurez peut-être pas les fonds pour lancer votre boîte, pour faire tout le truc. Et si on veut éviter cette étape de je vais lever de l'argent, je vais chercher une banque, un entrepreneur, un financier. Il faut se lancer à un moment. Et donc là, il faut avoir un peu de courage aussi parce que on sait pas trop dans quoi on se lance. Mais il faut se lancer, il faut un peu se jeter à l'eau et dire Ok. ok, je vais vendre, mais je vais annoncer sur mon site par exemple que je vais mettre 3 mois pour Précommande. livrer ou 6 mois, rien à faire. Des Donc ça, précommandes. c'est de la précommande en général. Ça peut même être un truc qui se fait en crowdfunding, vous savez, avec des plateformes comme KissKissBankBank, etc. Mais à un moment, il faut que les gens y mettent de l'argent pour de vrai, pour qu'on valide vraiment. Et donc en général, un KissKissBankBank c'est pas mal ou un crowdfunding parce que ça permet vraiment aux gens de comprendre que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il y a encore un peu de temps. Et là, l'aventure entrepreneuriale, pour moi, elle commence à se mettre en place. Donc c'est vraiment un truc où tu te dis, allez, on y va, je fais mon projet, je le fais exister, et cette fois-ci, je vais avoir des vrais clients qui vont dépenser vraiment leur argent. Et donc ces gens-là, ils vont m'attendre au tournant, mais ça va me mettre dans une dynamique pour aller vraiment créer mon produit, ou mon service d'ailleurs. Mais là donc, est-ce que c'est à ce moment-là que tu envisages de créer une structure? Parce que si tu commences à Toujours pas. recevoir de l'argent, toujours pas. Mais Non, et en si fait, tu reçois de l'argent, et sur quoi tu le mets? Sur ton compte Alors, en banque, en propre oui, c'est pour ça que c'est vachement pratique d'utiliser des KissKissBankBank et tout, parce que ces gens-là, ils portent, entre guillemets, ils portent même à 100% l'argent pour vous. En fait, c'est eux qui gèrent les flux financiers. Les flux financiers, ils arrivent sur KissKissBankBank, pas sur vous. Vous n'avez pas de structure. Donc en fait, eux, ils accumulent l'argent des gens qui investissent en crowdfunding et ça vous concerne pas. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Tu peux facilement créer des trucs comme ça, ouvrir un compte et commencer à faire en sorte que ton compte, il reçoive de l'argent, mais que cet argent, tu le dépenses pas, tu l'utilises nulle part ailleurs. C'est juste pour valider que tu as un business model. Et Ok. il faut être prêt à rembourser les gens. C'est ce qui se passe Oui. d'ailleurs quand tu n'atteins pas tes objectifs dans des crowdfunding ou voilà. Oui. Il faut dire si on n'atteint pas, si on réussit pas, on remboursera. Mais par exemple, si vous pensez, et là il faut avoir un peu discuté, déjà il faut avoir poussé un peu le truc avec par exemple si on produit notre porte-clés, un minimum avoir appelé des mecs pour savoir combien ça coûterait de faire une première production, une pré-série. Et là on rentre un peu plus le Oui, nez dans parce que le là il guidon. faut faire des calculs parce que là si tu te loupes, bah, Là, on rentre un peu plus le nez dans le guidon tu parce perds que ta marge. à ce moment-là, à la limite, la marge c'est pas le plus important, même si bien sûr faut commencer par ça, mais enfin faut essayer d'avoir une marge pour exister avec sa boîte. Oui. Mais si au début on l'a pas, en général on optimise un peu la production. Si la première production par exemple t'en fais 100, elle va te coûter beaucoup plus cher que la production où t'en Mm. feras 10 000 demain. Mais par contre, il faut commencer en effet, dans l'exemple de notre porte-clés, à aller voir des gens, à commencer à faire un prototype. Si c'est Mhm. une appli mobile par exemple, bah pareil, il faut essayer de trouver un Des développeur, développeurs. commencer à lui proposer de faire un prototype. Bon, tout ça, à la limite, le Ça a un développeur, ça coût. peut arriver encore plus tard parce qu'on peut dire si on atteint X milliers d'euros, Oui. ce développeur qui m'a dit moi je te fais ton appli pour 10 000 euros pourra la faire. Si on atteint 10 000 euros, on pourra faire une première série avec cet industriel qui m'a dit pour 10 000 euros je te fais ta Ok. série. Comme Donc là, des on a commencé à Kickstarter, discuter. par exemple, le site Kickstarter qui. Kickstarter, qui KissKissBankBank, propose, il y en a voilà. pas mal, ouais, tout à Mm. fait. Donc tous ces trucs-là te permettent de quand même ne pas être encore dans un stade où tu as dû créer une structure juridique, t'alourdir, t'embêter avec des avocats. Moi j'essaie vraiment d'amener ça en dernière étape de chez dernière étape, c'est super important parce que c'est le truc hyper lourd qui Ok. vous fait perdre des mois et qui peut peut-être complètement faire foirer votre projet alors que vous avez besoin de savoir
avant de mettre toute cette énergie si votre projet est viable. Et donc là on est toujours en train d'essayer de valider que le projet est viable parce qu'on a Parce qu'il quelques est pas early encore. adopters, Ouais. mais en fait est-ce que sur du volume, sur l'ensemble du process ça peut valoir le coup? Bah là il faut aller un peu plus loin et donc il faut vendre pour de vrai. Ok, donc là c'est la phase un petit peu plus sérieuse. Voilà. Là, Exactement. c'est bon. Bah là on est un peu impliqué, on sait qu'il y a des gens qui s'intéressent au projet, on sait que hypothétiquement ça devrait être viable en termes de modèle économique, on sait que on a déjà pris des feedbacks, on commence à voir à quoi devrait ressembler notre produit parce que nos early adopters, merci, Merci Christy. merci pour les dons, ça fait Merci. plaisir. Merci pour les 50 euros. Du coup, on sait un peu tout ça, on a pris des feedbacks, on a affiné notre produit, on a compris mieux ce que les gens veulent, ce qu'ils attendent de nous. Donc on a un peu amélioré notre landing page, on sait un peu plus vers quoi on doit aller parce que les gens ont parlé avec nous, qu'on a recueilli des feedbacks. Maintenant, ouais, en effet, il va falloir commencer à se dire, bon, c'est vachement avancé, mon truc il a vachement de chances d'aboutir. Donc là, il y a plein de chances aussi que ça ait juste jamais fonctionné. Et qu'on ait dit, Et bon oui. bah j'écarte et je verrai plus tard pour un autre truc quoi. Du coup, l'idée c'est de dire, si je sens bien mon truc parce que je suis arrivé jusque là et franchement déjà chapeau bas si vous êtes arrivé jusque là et vous avez dépensé 300 euros max hein, jusqu'ici. Là vous allez pouvoir commencer à aller en effet discuter un peu plus avec des industriels, commencer à concrétiser le truc, mais déjà quand vous allez aller les voir et que vous allez leur dire regardez j'ai fait venir X personnes sur cette landing page où je proposais ce produit qui n'existe pas encore et j'ai eu plein de gens qui ont manifesté une intention d'achat, il y a plein de gens qui sont chauds pour participer au truc, pour télécharger mon appli machin. Bah, le développeur qui veut faire votre appli, l'industriel, machin, il vous écoute. Alors que si vous y étiez allé dès le début sans avoir fait tout ça, franchement c'est un enfer. Ils vous écouteront jamais, vous avez intérêt d'être vraiment sympa parce qu'il y a très très peu de chances que ça marche. Donc voilà, déjà, vous êtes plus avancé. Je sais plus si tu m'avais posé une question ou pas, mais Non, pas encore. ok. L'étape d'après, c'est délivrer. Avec vos pieds, Ok. avec votre tête, avec vos mains, avec tout ce que vous voulez, mais délivrer. Donc là, c'est l'étape bricolage. On va pas se mentir. Vous avez par exemple réussi votre KissKissBankBank, vous avez une première production à faire de 500 produits ou une appli mobile qu'il faut réussir à faire télécharger par 1000 personnes. Voilà. Là, c'est la guerre. Et donc en gros, pour délivrer, eh ben, il faut essayer d'aller se débrouiller. Donc il y a un moment, c'est comme ça, c'est du bricolage. Mais tous les entrepreneurs ou les gens par exemple de Y Combinator, qui est un des plus gros accompagnateurs de startups qui se lancent au monde, qui a lancé Airbnb, qui a lancé Dropbox, plein d'autres trucs, ils te disent mieux vaut avoir 100 personnes qui t'aiment vraiment que 1 million de personnes qui t'apprécient vaguement. Et donc là, il faut se concentrer sur les 100 premiers ou les 1000 premiers en fonction de ce que vous faites et vraiment tout donner pour que ces gens-là ils soient bien, qu'ils aient vraiment le maximum de services. Et donc là, éthiquement, vous donnez tout, vous donnez votre vie. Donc je peux vous assurer qu'ils vont être contents parce que clairement, vous les bichonnez, vous faites en sorte que tout se passe pour le mieux et vous essayez de, par exemple, si votre produit il est un peu long à se produire, si le mec qui fait vos porte-clés, il vous dit putain j'ai un peu de délai parce que j'ai pas reçu mes machins, et ben les mecs vous leur dites vous inquiétez pas, vraiment voilà je vous file ça en échange et donc vous leur faites une petite vidéo pour leur teaser le truc. Vous essayez d'être tout le temps là pour eux, de leur parler tout le temps, de leur faire des mails. Et donc là c'est un peu chronophage, vous êtes vraiment lancé dans votre process de création, mais vous pouvez toujours faire ça en parallèle de votre taf, hein. Genre 2 heures tous les soirs, vous répondez aux gens, vous leur envoyez des messages, vous les rassurez, vous les tenez au jus de l'avancée, vous allez filmer les locaux du mec qui produit nos porte-clés en disant voilà ça c'est Ça Manu avance. qui s'occupe de faire la production, voilà alors là cette semaine il y a eu un peu de retard, Manu tu peux nous expliquer pourquoi, et les gens comprennent parce que les gens sont gentils dans les grandes lignes. Donc faut pas Donc, ok, l'oublier. donc rendre vivant et moins opaque peut-être le processus de création et les problèmes que tu peux rencontrer. Donc si par exemple il y a un retard, ben voilà, c'est humain, tu le rends concret et tu Transparent, ne ouais. le caches pas. Ouais, Ok. jamais rendre opaque les choses. Je pense que l'honnêteté, c'est vraiment la première des choses aussi. Mine de rien, vous pouvez avoir une méthode un peu border, comme on l'a dit au début, parce que vous avez besoin de valider un truc, mais à la fin, il faut toujours être honnête et toujours dire aux gens pourquoi, où ils sont, comment. Et donc là, typiquement, moi, j'ai jamais eu de gens qui ont hurlé parce que on avait des retards, parce que machin. Ils comprennent que c'est le début et au contraire Oui. même, ils vous aident, ils vous proposent de l'aide. Souvent, vous trouvez des gens pour vous filer un coup de main et c'est super précieux parce que encore une fois, parler avec les gens, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir améliorer votre truc et vous affiner, entourer, avoir des coups de main. besoin. Souvent on se dit je vais pas parler de mon produit, j'ai pas envie qu'on me vole l'idée. La réalité c'est que l'idée c'est 0,1% d'un projet entrepreneurial et 99,9% c'est l'exécution. Donc même s'il y a plein de gens qui disent elle est géniale cette idée je vais la faire, Ouais. détendez-vous, avant qu'ils la fassent vous Ouais. avez de la marge. Ok. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on réussit finalement à sortir notre premier produit, à le livrer peut-être à nos clients?
Donc là, on avait cette étape de construction du produit qui est un peu difficile. Je regarde ce que c'était marqué, mais bon, bon, il y a plein de trucs, mais c'est là le moment où je dis qu'on crée sa société. Voilà, pour moi, c'est le moment où on dit ok, on a quand même validé qu'on est capable de faire tout ça. On est capable de dire j'ai une idée, cette idée elle fonctionne en ligne fictivement et pour de vrai parce que j'ai réussi à avoir des premiers clients, j'ai réussi à faire un crowdfunding, j'ai réussi à vendre à un certain nombre de personnes, j'ai ouvert un compte avec une appli de banque en ligne où j'ai accumulé de l'argent. Vous avez le droit de le faire, hein, vous avez le droit d'accumuler de l'argent et plus tard de le verser sur une structure parce que vous n'aviez pas encore de structure, il n'y a pas de problème. Et donc à ce moment-là, si vous avez fait toutes ces étapes, et franchement chapeau, hein, c'est quand même très cool si vous êtes arrivé là, déjà. Ça vous a pris quelques mois, mais par contre vous êtes vraiment dans une démarche d'entreprise que je considère comme très robuste, et à ce moment-là, vous créez votre structure. Et donc là, pareil, faut pas trop s'embêter avec des millions de trucs à l'ancienne, avec des avocats, etc. Vous avez plein de trucs comme par exemple Legal Start qui existe, et vous pouvez tout faire en ligne. Vous pouvez créer votre boîte en ligne en 2 heures, et vous avez créé une structure juridique. De pas forcément s'entourer d'un expert comptable pour rédiger des statuts. Pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, faites-le quand votre boîte elle gagne beaucoup d'argent, que vous avez grossi, que vous sentez que ça y est, ça part et que ça vaut le coup. Sinon, ces gens-là. Mais comment tu fais si t'es plusieurs? Parce que là, tu parles d'un principe où c'est ton entreprise à toi, donc ça engage ta responsabilité. Mais admettons, tu veux faire une SAS, t'as des associés, vous êtes plusieurs. Là, est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu plus de structure parce que du coup il y a plus de personnes impliquées? Non, tu fais une SAS sur Legal Start avec tes potes et tu dis on prend combien, on se répartit combien, est-ce qu'on fait 33% départ, est-ce qu'on fait 50%, 25-25 parce que c'est lui qui a initié le truc, peu importe en fait. Et du coup sur Legal Start vous pouvez remplir tout ça très facilement, ça prend vraiment 2 heures et vous avez créé votre structure. Et ce qui est important, c'est qu'un avocat ça va vous coûter hyper cher, un comptable vous n'en avez pas encore besoin, un comptable vous l'utilisez, enfin c'est un mec dont vous avez besoin à la fin de votre exercice comptable, donc quand vous avez déjà fait une année entière, là vous n'y êtes pas, on n'en est pas là, donc tranquillement faites un truc simple, et si vous avez du gros succès derrière, enfin suffisamment de succès pour que ça soit vraiment porteur, bah vous vous organiserez en fonction. Et de toute façon c'est de moins en moins nécessaire, enfin vous pouvez utiliser PayFit pour la partie comptable au début, bien sûr quand vous commencez à faire 1 million, 2 millions, 10 millions, vous avez des comptables etc, mais au début vous n'êtes pas là, donc vous emmerdez pas, perdez pas de temps, vous mettez pas des épines dans le pied. Mais comment tu peux choisir du coup une structure parce que bah voilà, est-ce que tu ouvres une SAS, une SA, une URL, est-ce que tu te mets en auto-entrepreneur? Comment toi, en tant qu'individu lambda qui n'a pas forcément de connaissances à la base, tu sais quel genre de structure ouvrir pour tel ou tel projet? Ça aussi c'est des questions qui sont un peu gangrénantes parce qu'on a l'impression que c'est super important et que c'est décisif pour sa boîte. Bien sûr c'est important, mais en vrai c'est pas le plus important, et Legal Start vous conseille là-dessus. Vous pouvez avoir un conseiller Legal Start, ça coûte pas très cher hein, Legal Start, pour 1000 balles on va dire, vous avez lancé une boîte, vous avez créé une boîte, donc si vous êtes à 3 c'est bon, vous les mettez, vous avez montré que vous êtes capable de générer X milliers d'euros en mettant 300 € de pub par exemple. Bon, ou en tout cas vous sentez que ça va pouvoir être le cas, bon bah voilà, vous mettez 1000 €, ça vous engage aussi, vous prenez un conseiller qui vous dit alors vous voulez faire quoi exactement, vous vendez quoi exactement, les mecs sont très pros, et il vous dit ok, créez ce modèle de boîte dans un premier temps, et si c'est pas ce qui vous convient, bah vous changerez 1 an plus tard quand vous avez généré suffisamment d'argent pour en avoir les moyens, embaucher un bon avocat qui vous aidera. En fait c'est pas grave, nous on a changé de statut avec Time for the Planet, on était une SAS au début, et finalement on est devenu une SCA, une société en commandite par action, pour pouvoir avoir des millions d'actionnaires partout sur la planète et faire ce qu'on veut faire. On a changé 6 mois après. Bah on a changé. En fait tout va bien. Tu payes juste pour changer et... Tu payes, mais en fait si tu as réussi à trouver un modèle économique qui te permet de t'y retrouver et qui est pas dangereux, ça va. Mais ce qui est important, c'est pas d'être là à fond perdu, à miser sur un pari dont on n'a aucune idée des chances de réussite. Et du coup, donc ce que je comprends aussi de tout ce que tu expliques depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut pas hésiter à changer un peu son idée. Donc l'idée initiale, déjà tu as dit qu'elle pouvait être modifiée par rapport, déjà si on ne rencontre pas le succès attendu, s'il y a des early adhérents qui proposent quelque chose d'un petit peu différent, et même là, au niveau de la structure, on a le droit de changer. Donc en fait, si on a une idée à la base, il est fort probable que ce ne soit pas du tout ce à quoi on aboutisse à la fin, mais c'est normal.
C'est normal, c'est souvent ce qui se passe et en fait il faut aller là où il y a un vrai besoin. En général c'est pour ça que je disais que c'est important d'être aligné avec son ADN parce qu'il faut faire les choses parce qu'on veut les faire, on veut répondre à un besoin. Maintenant la façon d'y répondre, on s'en fout. Moi je dis souvent l'entrepreneuriat c'est un peu je pars dans une pièce et je dois atteindre la porte de l'autre côté de la pièce, sauf qu'il y a plein de bordel au milieu de cette pièce. Bon bah à la base j'avais prévu d'aller tout droit, hein, c'est ce qui me semblait être le plus logique. Mais en fait s'il y a 1 million de trucs qui me bloquent, ben, je m'en fous, je vais prendre un autre passage, ce qui compte c'est que j'aille à la porte. Et en fait, peut-être que ça change quelques trucs, mais si vous répondez toujours aux mêmes besoins et si votre mission de vie elle vous permet de faire un truc qui vous semble utile, par exemple nous lutter pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un effondrement climatique, bah en fait le moyen et la façon de le faire c'est pas très grave. Ce qu'il faut c'est que les gens comprennent ça, qu'ils soient en accord avec ça, que ça réponde à leurs besoins et que vous soyez alignés par rapport à votre mission de vie. Et en effet très souvent nos premières intuitions elles s'avèrent légèrement erronées ou on se rend compte que ça se passe un peu différemment et c'est pour ça que c'est super dangereux de faire ce que moi j'ai déjà fait et qui m'a coûté des centaines de milliers d'euros pour de vrai, de dire je vais faire comme ça. Notre appli mobile, moi j'ai fait beaucoup d'applis mobiles, elle va être comme ça, elle va répondre à tel truc. On travaille pendant 1 an à créer l'appli mobile, il y a plein de galères, ça nous coûte beaucoup d'argent, on a des investisseurs, ils y croient avec nous, on développe l'appli mobile, il y a des gens qui partent, c'est la galère de ouf. Et 1 an après on sort l'appli mobile et les gens disent ah ouais non moi c'est pas ça que je veux en fait. Okay. Et là mais c'est affreux, t'as juste tes larmes pour pleurer et c'est tout. Et en fait ce que je viens de vous proposer, c'est vraiment un process qui permet de ne jamais se retrouver dans cette situation qui fait très mal. Il faut le dire, ça fait très mal. Ouais, il faut être flexible en fait. Et c'est vrai que ça doit pas être évident tous les jours quand on a un projet en tête de se dire non, c'est pas mon projet, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour le proposer à d'autres. Du coup, il doit répondre à d'autres besoins. Exactement, alors il répond aux mêmes besoins, s'il y a un besoin il est là, mais c'est juste la façon de le faire. Tu vois par exemple, nous on avait fait une startup avec une appli qui s'appelait WhoosUp, je pense que c'est un de mes plus gros échecs, et cette appli elle permettait de faire des rencontres dans le cadre d'activités de groupe autour de petites activités de loisirs. Donc par exemple, t'avais qui est chaud pour un yoga, qui est chaud pour creuser une mare, qui est chaud pour apprendre à faire des cocktails. Et en fait c'était souvent des coachs passion, des gars qui avaient une passion, ils étaient barman, ils faisaient des cocktails ou des profs de yoga machin, qui organisaient les WhoosUp et les gens se rencontraient autour de ça. Bon bah voilà, en gros nous on a travaillé énormément sur le produit, on a fait en sorte que le truc soit vraiment canon comme on en avait imaginé le truc. Et on a fait une super appli mobile et à la fin les gens nous disaient juste bah en fait moi je veux juste un petit badge quand je vais dans une soirée qui dit je suis open à la rencontre et voilà. Et en fait c'est tout, comme ça les gens se rencontraient physiquement parce qu'ils se disaient ah toi t'as le badge. Et nous on s'est fait chier, on a fait une appli mobile, on a levé des centaines de milliers d'euros, des investisseurs nous ont fait confiance, on s'est buté pour essayer de faire un truc. Et à la fin en fait fallait pas du tout faire une appli. Et tu vois c'est complètement con parce que nous on répondre à ce besoin on aurait pu le faire avec des pins qui coûtaient 20 centimes. Mais non, nous on pensait qu'il fallait faire une appli parce que dans le délire de l'époque c'était les applis tu vois. Bah, c'est complètement débile. Et si on avait testé avant, qu'on avait discuté avec des gens, qu'on avait bien compris où était le vrai besoin et comment on pouvait y répondre et ce que eux ils attendaient pour y répondre, on aurait économisé des centaines de milliers d'euros et on aurait évité des échecs, on n'aurait pas perdu 1 an. Alors après c'était des apprentissages dingues hein, comme je disais. C'est ça, comme on disait au début, mais ça fait quand même mal quoi. Et si on peut éviter ça, c'est mieux quoi. Donc là, pour en revenir au plan, donc tu commences à envoyer un produit à tes clients. Maintenant, il faut peut-être les bichonner encore pour qu'ils puissent parler du produit. Qu'est-ce qui se passe une fois que tes premières commandes sont parties? Comment tu fais pour maintenir l'engouement autour du produit et même le bouche à oreille peut-être? Ouais, alors très très important, le premier canal d'acquisition, là on utilise les mots Startup Nation, on est désolé, mais la première façon de faire découvrir votre boîte et de la faire grandir, c'est le bouche à oreille. Aujourd'hui dans le monde on se rend pas compte, mais c'est 60% de la publicité en gros qu'on voit pas, et le bouche à oreille, ça représente 60% du fait que les marques arrivent à grandir et à vendre. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et en fait, ce qui est très important, c'est en effet quand quelqu'un est convaincu et a acheté votre produit, bah faut continuer à l'écouter parce que c'est super important. Et donc c'est pour ça qu'il faut créer des communautés aussi sur les réseaux sociaux, parler avec ces gens-là, être à l'écoute. En général, ils envoient des petits messages très facilement. Si vous avez une page Insta, un compte TikTok, machin, où vous continuez de parler du produit, de raconter vos avancées, ces gens-là, ils vont être bienveillants, ils vont vous expliquer où ils en sont, quels problèmes ils ont eu, pourquoi il faudrait améliorer, etc., etc. Et après, ce qui est super important aussi, c'est de se dire que tous ces gens
qui vous parlent, bah, c'est des ambassadeurs de malades en fait, parce que eux ils sont convaincus, ils sont venus, ils ont acheté. Et donc Et oui. si vous pouvez leur demander de vous aider parce que vous n'avez pas de budget publicité au début, vous êtes un peu sur les démarrages, et ben il faut le faire et il faut leur donner les armes pour pouvoir le faire. Et donc là c'est vraiment super important. On peut prendre l'exemple de Time for the Planet, nous on le fait beaucoup. On leur dit, nous on n'a pas de budget pub, on met tout l'argent pour déployer des innovations pour le climat. Donc la pub c'est ciao, on ne peut pas faire de pub. Donc comment est-ce qu'on peut grandir? Bah, notre seule chance c'est que vous qui avez cru au projet avec nous, qui avez rejoint Time for the Planet sur notre site, et ben vous allez parler à d'autres gens de Time for the Planet en disant regarde je suis devenu associé de Time for the Planet, j'ai rejoint l'aventure et je les aide à déployer leurs innovations. Et là, il faut que vous, en tant que créateur de la boîte, eh ben, vous aidiez ces gens à pouvoir facilement être de bons ambassadeurs. Parce que c'est pas évident, les gens sont stressés, ils ont plein de trucs à faire dans leur vie, ils ont pas beaucoup de temps. Bien Et sûr. donc si vous leur dites va prêcher la bonne parole mon fils, les mecs te disent ouais enfin bon moi j'ai plein de trucs à faire. Et donc par exemple nous, on leur donne des posts déjà tout faits à mettre sur leurs réseaux sociaux où ils ont juste à copier-coller le texte qui est prêt et à publier, et ça nous permet de vraiment leur faire connaître à leur réseau Time for the Planet. C'est super important parce que eux ça leur a pris une seconde, on leur a même fait un tuto associé au truc, on leur envoie par mail, on leur dit merci d'avoir rejoint l'aventure, si tu veux nous aider, je te propose que toutes les semaines je t'envoie une petite action pour que tu sois un bon ambassadeur du projet. Et tu le sais, le succès ou l'échec de ce projet, il dépend aussi de toi, donc il faudrait que tu nous aides si tu en as envie. Donc impliquer les gens. Impliquer les gens à mort. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens, ils ont envie d'aider en fait. Encore une fois, les gens, dans l'immense majorité, sont des gens bien, et c'est des gens qui ont envie de faire en sorte que votre truc il fonctionne. S'ils y ont cru eux-mêmes, ils ont envie de vous aider. Et donc si vous leur demandez de l'aide, ils vous aident. Mais par contre, ils vous aident si vous leur donnez les moyens de le faire, parce que c'est pas non plus des super-héros et ils peuvent pas arrêter leur taf pour vous aider. Donc ce qu'il faut faire, c'est leur mâcher le travail. Faire en sorte qu'ils puissent changer leur signature de mail facilement avec un petit bandeau qui parle de votre produit. Faire en sorte qu'ils puissent envoyer un mail pré-rédigé à leur contact que vous leur avez déjà fait, et ça vous leur envoyez toutes les semaines un petit mail en leur disant voilà cette semaine je te propose de faire tel truc, salut merci de m'avoir aidé, n'hésite pas à parler de Time for the Planet régulièrement sur vos réseaux sociaux. Quand vous mettez une publication vous pouvez dire pensez à taguer vos potes en dessous qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. En fait des trucs qui leur permettent facilement de réagir et d'être de bons ambassadeurs. Faut les mettre dans la culture de l'ambassade et franchement les gens aident, et c'est impressionnant à quel point les gens aident quand vous leur demandez. Ok. Donc, bon, du coup, maintenant, tu as réussi à créer ton entreprise. Juste maintenant, il est 10h08, on n'a pas de planning maintenant, on est d'accord? Non, ouais, c'est jusqu'à 11h. Non, okay, non, c'est 11h. Sinon, quelqu'un viendra nous déranger. 15 minutes avant, il faudrait que j'écrive à Ben de Expédition Zéro, mais tranquille, on est bien. On est large. On est chaud. En plus, franchement, d'être à l'heure pour le The Event, je pense qu'on est les seuls là, sur notre planning. Donc, ok. Donc, du coup, tu as ça. Donc ton entreprise commence à prospérer. Est-ce qu'il y a des caps qu'il faut peut-être surveiller, des moments où l'entreprise commence peut-être à grossir, où tu as besoin peut-être de recruter et que là c'est un risque potentiel qu'elle périclite, ou que justement tu arrives à la faire grandir? Comment gérer ce passage entre je fais 2-3 colis le soir en rentrant de mon taf et bon, maintenant on est obligé d'y investir plus de temps? Tout à fait, c'est une bonne question. Je vois juste des gens qui disent comment on fait pour participer à Time? C'est sur le site de Time for the Planet. C'est juste join-time.com et vous pouvez devenir associé en 2 clics, vraiment en haut à droite, c'est devenir associé, et ça vous permet de devenir copropriétaire du projet Time for the Planet au même titre que 65 000 personnes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez. Ou même à aller lire, voilà, tout simplement, ou pour vous renseigner encore plus. Et comprendre ce qu'on fait. On carrément. rappelle qu'il y a une FAQ Time, Special Time à midi. Donc toutes les questions voilà, au niveau de la structure ou autre, il y aura Arthur et il y aura Hugo pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à revenir à midi. Exactement. Alors juste pour répondre à ta question, là ce que tu dis c'est un peu le moment décisif où il faut dire je me lance à fond. En fait, il y a un moment, mais c'est beaucoup plus rassurant une fois qu'on a fait tout ce qu'on a fait, parce que vous savez que ça va marcher, à minima ça va marcher. Après vous savez pas si ça va exploser, mais à minima vous savez que ça peut être suffisamment solide pour en vivre, pour avoir une belle aventure, où il faut se dire j'y vais. Je me jette dans la fosse, je saute de l'avion en backflip, on y va. Et là, il faut au moins passer en part-time ou arrêter son taf, quoi. Et donc à ce moment-là, vous êtes quand même beaucoup plus assuré de pouvoir réussir. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je n'ai jamais vu un mec se lancer, et même parmi ceux qui échouent, ne pas trouver un taf meilleur derrière. Parce qu'en fait, ce qu'il a appris, le fait qu'il ait osé aller sur cette expérience entrepreneuriale, mais ça vaut tellement
tellement cher que face à un recruteur demain, si vous avez eu un problème, vous êtes forcément survalorisé et vous avez forcément augmenté. Merci, putain, Zidouze. magnifique, Merci 400 pour les balles, c'est 400 incroyable, balles, trop cool. Merci. Trop cool, on arrive doucement vers les 10 000 euros. Hein. Je suis 100 bientôt euros par en, Assos. je suis bientôt en string kangourou quand même à 10 000 euros. Je rappelle que je dois être en string kangourou dans Montpellier. Mais c'est pas on offre le livre? Ah, je sais plus moi, je sais plus, je croyais que c'était à 10 000 euros que j'étais en string kangourou donc Ah, c'est peut-être à 20 000 moi, non, mon string kangourou. Ah, je sais pas, mais écoute, ça doit valoir cher quand même. Je crois que c'est assez rapide, hein. Je suis assez inquiet Ah de... ouais Ah ouais, je crois que c'est assez rapide. Ah bah bravo. T'en fais voir, on va regarder un peu, elles sont où Ah nos, oui, elles sont DA. Attention, où est-ce que je suis en string kangourou? International Ah oui, on offre le livre ah à oui, 10 000. 20 000. Le string kangourou, bon ça va, Easy, je suis assez easy. rassuré. Je suis assez rassuré. Tranquille. Pouh, vous ne donc- verrez pas son cul tout de suite. Je tiens à préciser aussi que quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat et qu'on y va à fond, on a plus de chances, si on échoue, de trouver un taf beaucoup mieux parce qu'en fait les gens achètent votre expérience de l'échec et elle vaut très cher, presque aussi cher que l'expérience du succès, voire peut-être plus. Et deux, on est en France et en France, si vous aviez un taf avant, vous pouvez avoir le chômage, mine de rien. Alors moi j'en ai jamais bénéficié pour créer mes boîtes, mais j'ai plein d'amis, mon ex-copine et tout qui faisaient ça, ils se mettaient au chômage en fait. Ils arrêtaient leur taf, ils se mettaient au chômage et en fait ça leur permettait de financer la création de leur boîte. Ils étaient safe pour 1 an et ils se disaient pendant 1 an je vais essayer d'atteindre un revenu qui me permet de vivre de ma boîte. Parce que ce qu'il faut faire attention, c'est que si on gagne pas d'argent avec sa boîte, on perd un peu la passion aussi. On perd un peu la fougue et on s'éteint parce que se donner comme un fou pour une mission, mais pas être capable d'en vivre et devoir faire des extras, c'est horrible. Et c'est pour ça que je voulais absolument présenter toutes ces étapes d'avant, parce que ça vous permet d'éviter ce risque qui est énorme, quoi. Donc de pas tout quitter du jour au lendemain juste parce qu'on a une idée. Non, surtout pas. De toute manière, c'est souvent ça aussi pour le streaming. Hein. C'est vrai que ça fait un parallèle intéressant. C'est qu'il y a des gens qui décident de tout quitter pour se lancer. Mais effectivement, je pense que ce que tu as expliqué, c'est un petit peu la même chose que beaucoup de gens qui peuvent en vivre ont appliqué. C'est qu'au début, ils font ça à côté pour le fun. Puis finalement, ça marche, il y a de l'engouement. Et après, arrive ce point de bascule où il y a la décision de passer full time. Exactement, mais sauf qu'on le fait beaucoup plus sereinement parce que on a backé vraiment notre truc, nos arrières. On sait qu'on a un projet qui plaît, qu'il y a des vrais clients. On a parlé à nos early adopters, ça nous a permis de créer un truc qui faisait vraiment sens. On a commencé à avoir des revenus, on a commencé à valider que vraiment il y a un modèle économique. On a créé une structure, mais sans se ruiner, sans s'entourer de mecs de partout qui vont nous demander des comptes. Donc on se sent serein, on a le cœur léger, on sait que on prend un pari, mais quand même un pari qui est beaucoup moins risqué, et en plus potentiellement on peut se reposer sur le chômage et tout ça. Je mets les lunettes pour les écrans. Il y a Lasagne 77 qui nous demande si on veut se lancer direct parce qu'on n'a pas de travail par exemple. Ah bah là on essaye. Lasagne 77, t'es encore plus dans les bonnes dispositions parce que de toute façon j'ai envie de te dire t'as rien à perdre, donc t'as tout à gagner. Donc let's go, fais une folie quoi, vraiment. Exactement. Je pense que c'est. Mais fais une folie avec méthode et essaye de te donner un maximum de chances de pas te mettre en danger. Donc pour pas te mettre en danger, encore une fois, voilà. Les étapes que j'ai citées permettent de dépenser très peu d'argent pour s'assurer du fait qu'il y ait quelque chose. Et de le faire assez rapidement. Tu parlais de peut-être quelques mois. Mais en fait, même quelques semaines. Enfin, juste moi, j'ai fait des landing pages pour des dizaines et des dizaines de produits avant, ou de communautés, ou d'applis mobiles. Et en vrai, il y en a que 3-4 que j'ai vraiment fait parce que la plupart du temps ça marchait pas et en fait il faut être capable de se dire très vite j'ai fait ma landing page, j'ai essayé d'amener du monde, je me suis buté sur des groupes machin, il y a personne qui achète mon truc, des fois il y a zéro achat, en fait des fois il y a zéro achat, donc ciao, on change. Et ça doit se faire assez vite. Genre en une semaine, on se dit, bon, ça le fait pas, on change. Avec mes associés, nous, quand on se préparait à relancer un nouveau truc, on marquait sur un tableau tous les secteurs dans lesquels on avait envie de s'impliquer vraiment. On cherchait quelques idées en partant de constats et de problèmes. Une fois qu'on avait quelques idées, on disait, ok, on fait toutes les landing pages, on les faisait toutes en même temps sur une semaine, chacun on se répartissait les tâches. Ensuite, on lançait toutes les landing pages et on voyait les 2-3 qui mordaient. On les mettait en compétition, on disait, celle-là, elle marche vraiment bien, on va sur celle-là. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez pas faire ça, vous en lancez une, vous dites, bon, ça marche pas des masses, j'en relance une, etc. Ok. Effectivement, on a aussi BAP421 qui demande est-ce que c'est possible de se lancer après son école d'ingé, mais je pense que en suivant ce que tu as expliqué, si c'est un peu planifié, justement, ça donnerait une super expérience, même si jamais ça ne marche pas. Après, tu auras encore plus de valeur sur le marché de l'emploi, comme expliquait Arthur, et si ça marche, bah écoute, tout bénef. Franchement, moi je pense que même il ne faut pas attendre d'avoir une carrière, d'avoir de l'expérience. Le monde change trop vite. On est sorti du monde où vous accumulez un stock de connaissances à l'école et ensuite ce stock vous sert toute votre vie. C'est fini, ça change tout le temps, il faut tout le temps réapprendre. Donc en fait, si vous avez envie de lancer un truc,
n'attendez pas de faire vos armes dans une boîte. Enfin, moi, j'y crois pas trop. J'ai pas vu beaucoup de cas d'entrepreneurs qui vraiment aujourd'hui ont fait leurs armes dans une boîte. Ça leur a permis de réussir. Maintenant, si vous avez envie d'accumuler un peu d'argent, un peu de safety package en étant un peu dans des dispositions qui vous permettent de vous dire bon, maintenant je me sens de me lancer, allez-y. Mais en vrai, je pense quand même que c'est repousser le truc et c'est un peu gagner du temps, alors qu'en vrai, plus vous allez vite vous lancer, plus vous serez surpris rapidement des résultats. Et après, vous pouvez tout fail, comme ça a été mon cas au début. Et c'est pas grave, vous retournez faire un G un an si c'est le cas. C'est pas très grave. Quelle est ta mentalité? Est-ce que quand tu te lances, tu penses aussi à l'échec ou tu ne penses jamais à l'échec? Tu te dis ça va marcher? Non mais bien sûr que tu penses à l'échec, c'est évident, tu penses tout le temps en fait. Enfin, c'est normal d'avoir peur de l'échec, c'est normal d'y penser. Et ça fait permet partie aussi du de l'éviter peut-être. En fait, moi avec le temps maintenant, j'apprends à me dire cool, j'ai un échec. En vrai, c'est vraiment ça, c'est cool, j'ai un échec. Ça veut dire que prochainement, je vais peut-être avoir des chances de réussir un truc. Mais par contre, j'ai toujours un sentiment désagréable quand j'échoue, quoi. Ouais. Enfin, ça fait partie du jeu. Enfin, moi j'ai l'habitude de faire des communautés sur les réseaux sociaux. C'est vraiment mon taf chez Time for the Planet. J'essaie de faire grandir la communauté, faire connaître Time for the Planet au maximum. Et donc j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours tu fais un test et tu sais pas si ça va réussir ou pas. Moi tous les jours je poste sur Time for the Planet, que ça soit le week-end, les jours fériés, tout ça. Tous les jours je poste. Et donc on va dire que ça marche, ça buzz un jour sur 5 ou un jour sur 4. Pas tout le temps. Et donc tout le reste du temps je suis en échec. Et donc tout le reste du temps j'ai l'amertume de dire merde, aujourd'hui ça marche pas. J'ai mis du temps, j'ai passé du temps à écrire le post, j'ai passé du temps à créer le visuel, à faire le montage de la vidéo, machin. Bah c'est comme ça. Mais par contre le jour où ça marche, bah ça me fait du bien parce que je me dis ok, les 4 échecs ils sont compensés maintenant là. J'ai pas déjeuné, je vais manger en même temps un petit bout les amis, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais pendant que tu poses tes questions, je prendrai une petite cuillère de fromage blanc. Est-ce que on pourrait peut-être parler un petit peu de la création de Time? Donc du coup, au début, c'était quoi le projet? Est-ce qu'il y avait un projet défini? Parce que là, pour le coup, j'imagine que ça sort un tout petit peu du cadre que tu as expliqué juste avant, c'est-à-dire de proposer une landing page et autres. Comment ça s'est fait? Bon, alors la différence avec Time, c'est qu'on avait tous monté des boîtes depuis 10 à 15 ans, donc forcément tout ce que je vous ai dit là, c'était un peu différent. Merci pour le bon app. Malgré tout, on a quand même suivi pas mal d'étapes dans Time pour la création. Donc nous avec Time, en gros, pour bien comprendre, on avait tous nos boîtes qui fonctionnaient plutôt bien. Et en fait, on avait tous pris conscience assez tardivement de l'ampleur de l'urgence climatique. On n'est pas des grands experts du climat, vous l'avez compris au départ. On n'est pas forcément des écolos de base. Mais quand on a pris conscience du sujet, moi c'est parce que j'ai vu le Jura se transformer, la neige fondre, les stations de ski fermées, que je me suis dit putain, qu'est-ce qui se passe avec la nature, j'ai envie de comprendre. Je me suis renseigné, j'ai regardé. Quel âge ça? C'est à... Non, ça c'est à 24-25 ans honnêtement. Ok. Et donc j'ai commencé à regarder les vidéos des pionniers, Jean Covici, Aurélien Barraud, à comprendre ce qui se passait. Et en fait ça m'a mis une grande gifle, je me suis dit oh merde, en fait tout ce que je fais, est-ce que ça a vraiment du sens? J'ai commencé à questionner beaucoup le sens de mon travail, de ce que je faisais avant, les applis mobiles que je développais et tout, et mes boîtes. Et en fait je me suis dit bah je vais agir en fait en tant que simple citoyen, ça va me faire vachement de bien. Et donc j'ai commencé à agir de mon côté, donc à prendre moins l'avion, à réduire la viande, à faire plus de trajets en vélo, etc. Enfin voilà, à faire tout ce qu'on connaît, tous les petits gestes du quotidien. Et là j'ai été frappé par une frustration énorme et un sentiment d'impuissance, parce que je me suis rendu compte que ça suffirait absolument jamais, que c'est nécessaire. Pisser sous la douche ne suffira pas, c'est notre slogan chez Time for the Planet. Il y a d'ailleurs le livre là. Vas-y, on va le montrer. Tu m'autorises une cuillère. Pisser sous la douche ne suffira pas. Voilà, c'est le livre de Time for the Planet. Et c'est ce livre-là qui sera offert dans à peine 700 € à la majorité des streamers ici présents. Et du coup, c'est un support pour Time pour présenter un petit peu le concept, le projet. Ah ben voilà, bravo, ça dégueulasse mon micro. Dégueu. Et évidemment, il est fait pour être partagé. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. C'est un livre qui ne doit pas rester sur une étagère, on m'a dit. On me dit même le casse mange du yaourt. Franchement, il a l'air de kiffer le yaourt. Du coup, juste... on essayait d'agir et en fait ça nous frustrait, et du coup en tant que simple citoyen on s'est dit bah on est assez limité, et là on a commencé à se renseigner. Parce que du coup tu le grattes mais tu le mets mal. Ok. Et là on a commencé à se renseigner, à se demander
est-ce que on peut faire plus? Est-ce qu'il y a moyen de faire plus? Et c'est là qu'on a rencontré plein de scientifiques, on a eu de la chance par effet de réseau parce qu'on connaissait un peu de monde. On a rencontré des gens comme Jean Jouzel qui est l'ex-vice-président du GIEC, vous savez le fameux truc que personne ne lit là, et pourtant qui est crucialement important. Moi j'ai lu, mais c'est vrai que c'est assez imbuvable. J'avoue que je préfère lire le résumé. C'est imbutable, c'est compliqué. En tout cas voilà, ces gens-là nous ont dit bah aujourd'hui il y a un vrai sujet sur lequel il faudrait pouvoir agir, c'est le nombre, donc il faut de la sobriété si on veut faire la transition, notamment des petites actions collectives et des petites actions individuelles, et de l'innovation. Et des innovations notamment pour décarboner de manière structurelle notre société, parce qu'aujourd'hui il faut continuer quand même de se déplacer, il faut continuer de s'habiller, il faut continuer de se soigner, et même si on réduit le volume de tout ça, à la fin, il y a quand même des choses qui sont nécessaires. Et si on veut continuer d'avoir une civilisation prospère, il faut faire autrement. Il faut faire en décarbonant. Et ces gens-là nous ont dit, mais toutes les innovations dont on a cruellement besoin pour pour réussir à décarboner, en fait elles existent déjà. Leur problème c'est qu'elles ne changent pas d'échelle, et la raison pour laquelle elles ne changent pas d'échelle, ça reste des startups ou des projets dans les laboratoires locaux. quoi, c'est des gens qui font de la R&D, parce qu'en fait les innovateurs c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est des ingénieurs, c'est pas des entrepreneurs. Donc eux, trouver un modèle économique, faire en sorte que ça devienne une vraie entreprise qui grossisse, qui ait des salariés, c'est pas leur métier, c'est pas ce qu'ils savent faire. Et en face il y a des gens qui font des trucs vraiment pas très éthiques ou très polluants, qui eux savent parfaitement faire ça. Donc eux ils conquièrent le monde, ils prennent toute la place, toute l'attention, et nous nos ingénieurs à côté ils sont en galère quoi. Dans 70 €, je crois qu'on passe à 1,4 million les amis, ça va crier autour de nous. 1,4 million. Merci à tous, bravo. Ouais. Et donc tout ça pour dire que toutes ces personnes qui veulent faire en sorte que leurs innovations elles puissent changer le monde et qui en rêvent, ils ont besoin d'entrepreneurs. Et nous, quand on a compris ça, on s'est dit putain, là il y a un truc à faire, parce qu'on connaît plein d'entrepreneurs qui comme nous sont frustrés, qui veulent donner du sens à leurs compétences entrepreneuriales. Donc faisons le Tinder du climat, matchons ces innovateurs qui portent des innovations qui peuvent changer la donne, des innovations majeures pour la planète, avec des entrepreneurs chevronnés qui savent faire en sorte que ces innovations deviennent mondiales et qui peuvent les aider pour ça. Et c'est ça ce que fait Time for the Planet, vous pouvez voir ça sur notre site. Mais en gros nous on les match, on les met ensemble, et avec un énorme collectif de citoyens dont vous pouvez faire partie, on les propulse avec de l'argent, mais aussi en aidant à trouver les meilleurs entrepreneurs grâce à la communauté, à trouver les meilleures innovations, à sélectionner les meilleures innovations. Et donc tout ça, ça repose sur plein de citoyens qui nous aident financièrement, ou en faisant d'autres trucs, en passant du temps avec nous. Ils sont là dans le chat avec nous aujourd'hui pour la plupart. Enfin voilà, c'est vraiment ça le modèle de Time, et c'est pour ça qu'on a voulu le faire. Et comment est-ce qu'on a commencé? On a commencé très simplement, on a dit on fait un site d'une page qui explique ce que je viens de vous raconter, on fait une conférence, et on voit s'il y a des gens qui sont chauds à l'issue de la conférence à investir, donc avec la fameuse mécanique de promesse d'investissement. Donc c'était pas encore des vrais investissements, parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas de statut juridique pour le faire. Donc ça c'était en décembre 2019, on a fait une conférence qu'on a remplie en se butant, donc on a fait des messages sur Facebook, on a invité les gens de notre réseau, on a mis des posts dans des groupes Facebook, je me rappelle l'événement, je le partageais partout. Parce qu'en plus ça devait être assez novateur dans la forme, parce que bien sûr les associations pour le climat ça existe, il y en a, on en connaît notamment 4 pour cet événement, mais de proposer... T'en as remis? Et pourtant j'ai voulu l'enlever mais... Il se fout de moi. Le mec est un enfer. Tu le remets bien pour qu'on t'entende bien. Je vais lécher le micro, vas-y. Attends, est-ce que t'es bien mis? Merci, bon. Il est trop près, voilà. Et et du coup, est-ce que les gens n'ont pas été un petit peu réfractaires à cette idée qui est quand même... c'est limite un petit peu contradictoire. Au début, on a tendance à croire que l'écologie, ça peut pas aller avec une entreprise. Comment ça s'est passé ça? Les gens ils se sont foutus de notre gueule surtout, parce qu'on a dit nous il n'y aura pas de retour sur investissement, les gens vont investir uniquement pour la planète, on va faire un énorme mouvement de citoyens qui va être le propulseur du déploiement de ces innovations à l'échelle mondiale, enfin voilà. Et les gens nous ont dit mais vous êtes cons, c'est impossible, ça marchera jamais, personne n'investira jamais sans retour sur investissement. Mais en fait nous on y croyait, on voulait le faire, et on continuerait de le faire à 6 aujourd'hui s'il fallait, parce que c'est ce qu'on avait décidé de faire. On savait que c'était notre levier d'action à nous, que c'était là-dessus qu'on pouvait jouer, qu'on avait des compétences pour jouer. Et comme il faut plein de trucs pour réussir la transition et que c'est systémique et qu'il faut un mélange de plein de solutions, pourquoi pas amener la solution par l'entrepreneuriat, ça sera une parmi plein d'autres, mais nous on y croit, on va essayer de le faire. Et en fait
une partie des gens y ont cru avec nous au début. On a rempli cette conférence, il y avait 250 personnes en physique qu'on a réussi à amener à Lyon. On s'était vraiment buté pour trouver un amphi, pour faire en sorte que les gens viennent. Et en fait, à la fin de la conférence, on a eu 30 000 euros de promesses d'investissement. Et on s'est dit, ok, il y a vraiment des gens qui peuvent y croire. Mais il y a plein de gens qui se sont foutus de notre gueule pendant au moins 1 an et demi, mais vraiment bien foutus de notre gueule. Je me rappelle, j'avais fait mon premier pitch dans un startup studio, un truc qui accompagne des startups, très connu, un des plus connus en France. Il y avait 15 personnes et les mecs riaient mais aux larmes quand j'ai fait mon pitch. Enfin, tu vois, c'était Time for the Planet, c'était ridicule quoi. Personne n'y croyait vraiment. On se faisait refouler des plateformes de crowdfunding parce que nous on voulait monter un crowdfunding. Ils nous disaient ouais, mais ça marchera pas. Du coup, bah on a dû le faire nous-mêmes sur notre site. Enfin, en fait, on a traversé plein de trucs un peu merdiques comme ça, mais ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, bah, on est 65 000 actionnaires. On a levé 12 millions d'euros avec les citoyens. On est le plus gros crowdfunding d'Europe et on commence à montrer que ça peut marcher. On a lancé nos 5 premières boîtes, pardon. La 6ème, c'est encore en égo. Et du coup, on a fait le tour de la boucle. On a démontré que le modèle Time for the Planet, il existe. On a validé la thèse de Time for the Planet. Maintenant, il faut qu'on accélère et qu'on change d'échelle. Mais tu vois, comme quoi, parfois, ça peut marcher même si c'est fou et même si c'est compliqué et si ça parle pas forcément aux gens, quoi. Et du coup, donc là, c'est quoi la forme juridique, par exemple, de Time? Parce que c'est vrai qu'on parle de start-up, donc on va essayer de rester dans l'aspect un peu technique de l'entrepreneuriat. Et du coup, donc voilà, tu disais qu'au début, vous aviez choisi une structure et finalement, 6 mois plus tard, vous l'avez fait évoluer. En fait, nous, aujourd'hui, on a créé un modèle de structure en France en tordant un peu la loi, je vais vous expliquer. Rien d'illégal, mais en fait, on a fait une petite manip, un petit piratage un peu drôle. Aujourd'hui, on est une société commerciale, mais à but non lucratif. Ça veut dire que Time for the Planet, son indicateur de performance et de réussite, c'est les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées. Ça, c'est supérieur à l'argent qu'on gagne. Ça veut dire que nos associés, vous qui nous rejoignez sur le site de Time, si vous trouvez que l'impact en tonnes de gaz à effet de serre de Time for the Planet n'est pas suffisant, même si ça gagne plein d'argent, vous avez le droit de dire cette boîte est en échec. En tant qu'associé, je demande à ce qu'on fasse mieux et à ce qu'on retravaille le modèle. Et donc notre société, comment elle fonctionne, le modèle économique? Les gens investissent de l'argent, ils placent leur argent en réalité parce que c'est du patrimoine climat cet argent. Cet argent sert à créer des entreprises, vous avez compris, des entreprises à partir d'innovation pour qu'elles se déploient le plus largement possible dans le monde et qu'elles rentrent dans nos modes de vie pour les décarboner à grande échelle, qu'on dépasse un peu son rayon d'action pour le climat en tant que citoyen grâce à ces mécaniques d'entrepreneuriat. Ces entreprises, elles génèrent de l'argent, elles sont rentables évidemment. Si on veut qu'elles embauchent des gens, qu'elles puissent être compétitives par rapport à toutes les grosses boîtes qui polluent le monde, bah, il faut qu'elles aient un modèle qui soit viable, sinon elles n'auront pas la place pour se déployer. Mais par contre, l'argent qu'elles génèrent et qui remonte à Time for the Planet, il est toujours réinvesti pour relancer de nouvelles boîtes. Et on n'a pas le droit de faire autrement statutairement. Et donc vous, votre argent que vous placez en tant qu'associé, que ce soit 1 euro, 10 euros, 100 euros, en fait il se multiplie pour vous avec cette mécanique, donc il fait des petits, et il continue de travailler pour vous tous les ans pour décarboner. Et nous, nos associés, on les rémunère avec du dividende climat, c'est-à-dire l'inverse du dividende financier, le nombre de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à leur argent qui travaille chez Time for the Planet. Donc voilà comment fonctionne le modèle de Time aujourd'hui. Quand je dis qu'on a tordu la loi, bah typiquement, aujourd'hui on n'a pas le droit de faire ça en France. En fait, on est obligé de faire voter à ses associés en assemblée générale la distribution de dividendes financiers, donc du cash. Mais nous on voulait pas faire ça, on voulait vraiment créer une boîte qui soit non lucrative parce qu'on voulait vraiment que l'argent passe au second plan et qu'on éteigne la case cupidité de nos cerveaux. Parce qu'à un moment, quand tu es des milliers dans une structure et que tu as des chances de pouvoir gagner du pognon, et ben les gens entre mettre un peu moins de produits dans la rivière, polluer un peu moins ou gagner un peu plus d'argent, en général ils finissent par se dire ouais bah on peut prendre un peu plus d'argent, on verra plus tard pour la rivière. Et c'est ça qui fait qu'on pourrit le monde. Et donc nous on s'est dit éteignons la case cupidité de nos cerveaux, faisons en sorte qu'elle ne soit plus là. Et donc pour l'éteindre, eh ben, il faut que statutairement on soit obligé légalement de ne jamais pouvoir s'enrichir, ni nous ni les gens qui nous rejoignent. Et comment on a fait ça? Eh ben, en fait on a trouvé un avocat qui nous a dit il est possible de conditionner la distribution des dividendes financiers dans la structure d'une boîte, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et donc nous on a écrit que notre condition pour distribuer de l'argent aux associés, ça serait que la température à la surface du globe redescende à ce qu'elle était avant 1850, ce qui est impossible, en tout cas pas dans une échelle de temps de 10 000 ans. Donc en gros, on est une société commerciale mais à but non lucratif grâce à ce petit hack, voilà. Il y a AM qui alors je comprends pas forcément la question, c'est du venture capital, les investissements? Alors je vois. Non, alors non, merci, il y a des pros ici. Donc clairement c'est du crowdfunding, c'est des citoyens par milliers qui investissent de l'argent.
Et cet argent, il leur permet de devenir associés du projet, de le coposséder, d'être actionnaire de la planète à nos côtés. Et ensuite, nous, on investit l'argent comme un fonds traditionnel, c'est-à-dire qu'on va prendre des participations dans des projets entrepreneuriaux en allant recruter un entrepreneur, parce que vous l'avez compris, c'est souvent des projets plutôt scientifiques, de recherche. Et nous, on va chercher un entrepreneur qu'on ramène dans la boucle et on met ça en open source pour que ça se déploie partout sur la planète le plus vite possible. Voilà. Et quels sont du coup, donc là, effectivement, les gens qui rejoignent Time deviennent actionnaires. Quel est le risque ou le bénéfice du coup pour un actionnaire? Il n'y a aucun risque, vraiment, vous pouvez jamais être poursuivi, même si on échoue, quoi qu'il se passe, vous n'avez aucun risque en tant qu'associé, je préfère le répéter vraiment, si ce n'est de perdre votre argent. Mais en fait, comme vous venez sans attendre de retour sur investissement, c'est comme si c'était un don. C'est juste que ça vous confère un certain nombre de droits qu'un don ne vous donne pas. Et c'est ça qui est intéressant. Le premier droit, c'est que vous pouvez participer à cette entreprise parce que c'est la vôtre au même titre que nous. Donc si vous avez envie de la faire grandir, d'en parler, de la représenter, eh bien vous êtes légitime pour le faire à 100%. Ça c'est vachement important. La deuxième chose, c'est que vous êtes directement partie prenante des décisions importantes de l'entreprise. Donc vous participez aux assemblées générales de Time for the Planet. Vous pouvez choisir les projets sur lesquels on va investir. Vous votez en assemblée générale. Vous avez accès à toutes les infos. Donc les comptes sont transparents. Vous pouvez voir les comptes publiquement de Time for the Planet. Si on dépense de l'argent pour un ticket de métro, vous pouvez le voir. Toutes les décisions qui sont prises, vous pouvez les connaître. S'il y a un actionnaire qui fait des trucs bizarres, vous le voyez. Enfin, vraiment, vous voyez tout en transparence. Et ça, c'est hyper différent par rapport à un don où aujourd'hui, la plupart des assos on fait un don puis après on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop ce qui est vraiment fait de notre argent, on ne voit pas exactement ce qui se passe. Nous on avait envie de sortir un peu de ce schéma où les gens sont pas trop sereins en fait de manière générale, ils disent bah ouais ok mais voilà, et on se disait on veut que les gens voient exactement ce qui se passe avec leur argent. Ok, donc effectivement, donc si des gens ont envie de rejoindre Time, effectivement, ils seront actionnaires, mais du coup, ça n'implique rien d'autre que l'argent qu'ils auront investi pour acheter les actions. Exactement. Donc, vous, au niveau juridique, ça c'était difficile à mettre en place, mais est-ce que ça existe ailleurs dans le monde ou c'est vraiment la seule structure de ce type-là au monde? Bah, il y a plein de structures qui font des trucs méga cool pour le climat. Oh putain, ils sont chauds. Je sais pas si vous entendez le bordel à côté. Du coup, ouais, il y a plein de structures dans le monde qui existent et qui font des trucs très très cool pour le climat. Il y a 1% for the Planet, il y a tous les amis qui sont là aujourd'hui, Sea Cleaner, Sea Shepherd, WWF. Ils sont plein à faire des trucs super cool. Après, nous, le modèle qu'on a amené, il est assez nouveau. On n'a pas encore trouvé d'entreprise commerciale à but non lucratif. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on a un peu des difficultés à rentrer dans les cases et à pouvoir fonctionner avec les autres. Et du coup, donc là, j'ai compris que vous essayez d'être présent dans d'autres pays, notamment Cécile qui est au Royaume-Uni, si je dis pas de bêtises. Est-ce que du coup vous créez d'autres entreprises là-bas ou c'est des antennes juste de Time France? Comment ça se passe au niveau structurel? Bah en fait là nous on sait un truc, c'est qu'on ne connaît pas bien la culture des autres pays et donc nous on a réussi un peu à faire prendre le truc en France parce qu'on connaît notre culture, on connaît le fonctionnement des Français sur ça un peu. Par contre typiquement en Angleterre, peut-être que Time for the Planet il faut qu'il soit amené d'une toute autre manière avec un message complètement différent, une façon de faire complètement différente. Du coup donc vous étudiez un peu les en fait on va chercher coutumes. des gens. On n'étudie pas parce qu'on pourra jamais apprendre les us et coutumes, mais par contre on se dit allons chercher quelqu'un qui sait créer une communauté en Angleterre, allons chercher quelqu'un qui sait lever des fonds en Angleterre, etc. Et ces gens là il faut qu'ils deviennent des keepers, donc des gardiens des valeurs, c'est comme ça qu'on s'appelle. Il n'y a pas de rapport hiérarchique chez Time for the Planet, mais leur objectif ça va être de développer sur place Time for the Planet. Ok, donc pour en revenir donc pour créer une start-up, on va reprendre, donc effectivement on a bien compris que Time c'est à part, c'est compliqué, mais si quelqu'un veut lancer une entreprise demain, résume-nous tes conseils et surtout peut-être l'esprit qu'il faut avoir, la mentalité qu'il faudrait avoir. Ok, alors je pense que l'esprit et la mentalité, c'est un peu la mentalité de quelqu'un qui ne réfléchit pas trop avant de se lancer, qui y va et qui fait des choses. Non mais vraiment, ça paraît vraiment con, mais ne vous torturez pas avec trop d'idées, soyez plus dans l'action que dans la réflexion au début parce que de toute façon il faut tester, il faut sentir les choses et il faut aller sur le terrain pour ça. Sinon notre cerveau c'est une machine à inventer des problèmes et en fait vous voyez 1 million de barrières qui vont vous décourager, ça sera pas facile de vous lancer. Donc il faut vraiment se lancer, se jeter dans le vide et essayer des trucs. Et on peut essayer plein de trucs à moindre coût. Ensuite je vous récapitule un peu les petites étapes qu'on s'est dit.
La première, c'est de s'assurer qu'il y a un marché, donc vendre avant de construire, s'assurer qu'il y a vraiment des gens qui pourraient être intéressés par notre produit et qui pourraient vraiment faire en sorte que on puisse en vivre derrière, parce que c'est quand même ça qui fait que la passion va se maintenir. Le deuxième, c'est de trouver vos early adopters, donc les gens qui vraiment comprennent ce que vous faites et qui ont envie de vous accompagner, de vous aider à faire de votre produit la meilleure version possible. Produit ou un service. Ou service, tout à fait. Ça et donc fonctionne. pour faire ça, il faut discuter avec ces fameux early adopters, il faut passer du temps. C'est un peu le client est roi et cette situation elle existe pas pour rien. Et donc là, pour faire en sorte que vous amélioriez votre produit et surtout que vous trouviez quel produit ou quel service il faut faire exactement, et ben vous êtes obligé de prendre des feedbacks, de comprendre un peu mieux ce que eux comprennent de vous, ce qu'ils attendent de vous, etc. Donc ça prend un peu de temps. Ensuite, vous pouvez vendre pour de vrai. Et donc là, l'idée, c'est d'aller faire un crowdfunding, un KissKissBankBank, un truc qui vous permet de lever des fonds et de lever des fonds sans vous mettre en danger pour pouvoir faire votre première production ou faire vos premiers téléchargements d'appli, etc. Ils sont trop chauds. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du coup délivrer. Donc là, il faut une fois que vous avez fait votre première commande, il faut que les gens puissent recevoir le produit. Donc là, vous pouvez leur dire ça va me prendre un peu de temps. Désolé, c'est la première commande, machin. Mais en tout cas, il faut honorer la promesse et vous pouvez toujours les rembourser. Vous pouvez toujours faire plein de trucs si jamais ils sont pas satisfaits. Donc faut pas se mettre la pression. Faut dire je vais faire de mon mieux pour délivrer. Mais si vous n'êtes pas satisfait, c'est pas grave. Je vous rembourserai ou voilà, je prendrai vos feedbacks. C'est super important de prendre le temps aussi de délivrer, de pas le faire à l'arrache parce que c'est quand même les premières personnes qui derrière vont pouvoir vous recommander. Donc même si c'est un peu long, c'est pas grave. Donc construisez votre produit, prenez du temps pour construire votre produit. C'est important de le faire correctement, surtout au début, et les gens comprendront puisque vous les aurez prévenus que c'est le début, que ça prend du temps et que c'est pas simple. Et puis ensuite, créer votre société, c'est la dernière et 7e étape, parce qu'à ce moment-là, vous êtes suffisamment armé pour avoir une structure juridique qui vous permette de porter tout ça. Je me demande s'il n'y a pas un moyen, peut-être, pour des gens qui préfèrent la méthode un peu plus traditionnelle, donc commencer avec un business plan, une étude de marché et autres, s'il n'y a pas moyen de faire les deux de front, et pour après être vraiment sûr que le projet fonctionne, sans non plus investir trop d'argent de sa propre poche, mais de faire les deux pour suivre le chemin et de la start-up et d'un modèle un peu plus traditionnel pour vérifier tout. Tu peux si ça te rassure, mais en fait faire une étude de marché, c'est passer beaucoup de temps pour savoir si potentiellement il y aurait un marché viable. Alors que si tu vends directement, tu sais s'il y a un marché viable puisque tu as vendu. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'une étude de marché. Mais si ça te rassure de faire des schémas traditionnels, il y a encore pas une fois, il n'y a pas de bonne façon de créer sa boîte. Donc, Mais comme tu disais, il faut savoir adapter pour pas de pas être tout seul avec son idée et de la proposer au final à des clients qui n'attendent pas ça. Tout à fait. Il faut vraiment être flexible, on appelle ça être agile dans le monde de l'entreprise et du coup c'est hyper important de savoir se remettre en question, de se dire est-ce que c'est vraiment ça que les gens veulent, et c'est super important de se challenger un peu là-dessus quoi. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les gens qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur le monde, notamment sur tout ce qui est termes techniques sur l'entrepreneuriat? Est-ce que tu aurais des livres, des sites, peut-être des pages YouTube qui toi t'inspirent et que tu regardes de temps en temps en te disant ouais ça m'intéresse? Ouais, alors maintenant moi je regarde presque plus que des trucs sur le climat et la planète, mais sur l'entrepreneuriat je sais qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé, notamment alors il y a les anciennes conférences de The Family qui étaient très bien, donc je vous invite à aller regarder, c'est vraiment assez efficace, il y a beaucoup de très bons conseils. La version pour les anglophones c'est Y Combinator, donc Y Combinator, qui est le fameux startup studio qui a fait naître Airbnb, Dropbox et plein d'autres. Eux ils ont vraiment des conseils mais incroyables, hyper précieux, et c'est vraiment les meilleures ressources je pense sur le sujet que j'ai pu voir et qui m'ont le plus aidé à comprendre comment on fait pour monter une boîte quoi. Ok, et du coup peut-être le réseau tout simplement, de découvrir des entrepreneurs et de discuter avec eux, d'apprendre les ficelles du métier en fait ça le réseau, ouais en effet, pas avoir peur d'aller parler à des entrepreneurs plus expérimentés, de leur envoyer des messages sur LinkedIn, de leur dire salut voilà je fais ça, si jamais ça t'intéresse de m'accorder 10 minutes pour me donner quelques conseils, je serais ravi. Moi je prends souvent ce temps là maintenant pour des gens et je continue de être mentoré et essayer de mentorer un peu, j'essaie de le faire, et je pense que ça arrive beaucoup plus régulièrement qu'on ne le pense, et on est plus souvent accompagné par des mecs incroyables. Moi j'ai rencontré des super amis qui sont des mecs qui avaient monté des boîtes de malades mentales et qui ont accepté par un message LinkedIn de prendre 5 minutes, et puis le courant est passé et ils m'ont énormément aidé. Et en effet je pense que c'est sain de voir d'autres gens, encore une fois oser, hein. Je pense que c'est sain aussi de voir d'autres gens qui cartonnent et
et de se poser des questions. Putain, pourquoi moi ça marche pas, qu'est-ce qu'ils font de mieux que moi, s'intéresser, regarder ce qu'ils font, étudier. Par mimétisme, on apprend beaucoup aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, on parlait de la question qu'est-ce qui se passe une fois que tu as des employés. Est-ce que du coup, toi, au niveau management, peut-être dans tes précédentes entreprises, je trouve que ça fait partie aussi de la gestion d'une entreprise. Comment tu as abordé cette notion-là qui ne faisait apparemment pas partie de tes compétences de base, à part la gentillesse et la bienveillance, qui du coup, je pense, sont des compétences essentielles en management. Mais du coup, comment tu as abordé aussi cette question-là? Bah, j'ai appris sur le tas, hein. J'ai fait des erreurs de recrutement, il y a des gens qui n'étaient pas forcément compliant avec l'ambiance de la boîte, à qui j'ai fait confiance et qui m'ont niqué. Beaucoup d'employés qui ont parfois fait des trucs qui fonctionnaient pas avec la boîte, comme moi je les comprenais pas et je faisais des trucs qui fonctionnaient pas avec eux. Enfin voilà, en fait il y a un moment faut faire pour comprendre, et je pense que le meilleur truc que j'ai pu apprendre sur le management, c'est qu'en fait il faut juste faire confiance aux gens à 100%. Enfin aujourd'hui dans Time, c'est même pas des employés, les gens, en fait, c'est pas du tout le rapport qu'on a avec eux. C'est des gens qui viennent nous aider à réussir la mission parce qu'ils ont une compétence et c'est trop cool. Et ils viennent et ils disent bah moi je vais vous aider pour ça. Et en fait ils se responsabilisent et ils prennent du temps. Il faut des gens qui ont un peu compris, qui ont un peu la maturité et qui sont pas dans une démarche on va dire de venir et de se mettre les pieds sous la table et de faire que ce qu'on leur demandera. Oui, qui sont proactifs. Mais maintenant voilà, dans nos recrutements on fonctionne comme ça et c'est ça qui fait qu'on n'a pas à faire de management. Parce qu'en fait on ne sait pas vraiment manager, et quand t'as les bonnes personnes t'as pas besoin de manager. Les gens viennent parce qu'ils ont envie de répondre à une mission, que cette mission les anime. Ah merci Maple Noise, gros PSG. Je fais un gros big up à Maple Noise les amis, qui était et qui est toujours mon cofondateur sur une petite structure, mais en tout cas qui était mon CTO, Chief Technic Officer, pendant très longtemps, et avec qui on a fait les 400 coups. Donc voilà, il a dû se reconnaître dans pas mal de ces histoires. Gros bisous mon gros Lio. Et merci Anonymous. Du coup, dernière petite question peut-être. Est-ce que Arthur a des projets, a encore des idées? Merci, on n'a jamais été aussi proche des 10 000 euros les amis. On est très proche de distribuer le livre Pisser sous la douche à tous les streamers, pour que tous les streamers puissent apprendre que pisser sous la douche ne suffira pas. Ça sera bien. Est-ce que du coup tu as encore des idées qui te frappent de choses dont on pourrait avoir besoin, dont tu aimerais lancer des projets, mais peut-être que tu n'as pas le temps avec Time, hein, mais est-ce que tu es encore tous les jours tenté par des projets? En fait, oui, j'ai tout le temps plein de petites idées, mais maintenant je vois à quel point l'urgence climatique est prioritaire sur tout, et du coup elles me paraissent quand même anecdotiques. Je me dis c'est pas là que j'ai envie de mettre mon énergie. Moi j'ai vraiment envie de mettre mon énergie sur le fait que on fasse cette transition, et du coup ça réduit quand même pas mal le scope, et souvent je les trouve moins utiles, tu vois, ces trucs. Et du coup maintenant j'aimerais peut-être avoir quelques questions du chat. Allez, et toi tu peux peut-être, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, et peut-être voir si en même temps on a des questions. Déjà merci de nous avoir écoutés, parce que c'est un sujet qui est un peu technique, qui est pas forcément facile d'accès, donc c'est trop content. On est toujours 2000 ici, donc merci beaucoup, vous êtes adorables. Avec plaisir pour répondre aux questions. Et du coup juste après, je vous préviens, mais on change de sujet, mais ça va être très canon. J'ai un invité qui vient, qui s'appelle Ben Expédition Zéro, qui fait des expéditions zéro carbone, zéro plastique, etc. Et qui va un peu nous parler de comment on peut voyager, kiffer le tourisme, kiffer les vacances sans avoir d'impact pour la planète, et en faisant en sorte que ça soit bien, pas que ça soit un truc moins cool, moins agréable. Donc voilà, je fais un peu de teasing pour la suite. Alors on y va pour peut-être les questions. Voilà, alors n'hésite pas à voir s'il y en a qui te Alors vas-y, remonte un peu. Pourquoi ne pas créer quelque chose toi-même? Alors est-ce qu'il répond à quelqu'un? Oui, il répond à quelqu'un, pardon. Nanana, attendez, parce qu'il y a vos discussions entre vous en plus. Comment tu fais pour gagner ta vie du coup? Alors on a travaillé 2 ans bénévolement pour Time for the Planet, faut le savoir. Nous on avait vendu des boîtes avant, donc on avait un peu de marge. On a investi quelques dizaines de milliers d'euros de notre poche pour nous auto-payer pendant ces 2 années. Donc on a quand même bien mis nos vies dans Time for the Planet. Et depuis le début de cette année, on peut se rémunérer, parce qu'en fait on a 10% de l'argent qui est levé par Time for the Planet, qui nous sert à faire fonctionner la structure. Donc à payer des salaires, à investir dans les frais juridiques, etc. à chaque fois qu'on a. Et donc ces 10% aujourd'hui ils sont suffisamment gros pour qu'on puisse se rémunérer, nous les cofondateurs. Donc au début on commençait par rémunérer les employés, on a eu 4 employés, et maintenant on essaie de rémunérer tout le monde. Donc pour l'instant on y arrive, voilà. D'autres questions, effectivement, peut-être pour le nom de Time, peut-être qu'on en reviendra lors de la FAQ, pour le nom de Time. Qu'est-ce que c'est l'idée? Ça sort un peu du cadre de la startup.
Bah on peut expliquer en 2 secondes. Hein, Allez, en 2 secondes, ouais. Alors en gros il y a une structure qui s'appelle Time to Planet qui nous a attaqué il y a un peu plus d'1 an sur notre nom. Donc ils considèrent qu'on est concurrent. Donc eux ils vendent du conseil pour aider des entreprises à prendre un certain nombre de directions pour la planète, de ce que j'ai compris. C'est une petite structure qui fait quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ils nous ont attaqué pour le nom Time for the Planet en nous demandant des trucs assez exorbitants sur pas mal de choses, financièrement notamment. Et du coup nous on a poursuivi la procédure, on a essayé de faire appel et on a obtenu un certain nombre de choses. Et de son côté ils ont obtenu aussi un certain nombre de choses, et notamment le fait qu'on change notre nom. Merci Hélène. Donc notre nom juridique, c'est-à-dire le nom de la société. Donc aujourd'hui on s'appelle TFTP dans nos statuts, c'est ça le nom de notre société. Mais en revanche notre marque Time for the Planet, elle est déposée à l'INPI et ça il n'y a pas de changement. C'est juste que si vous allez sur nos statuts, aujourd'hui on s'appelle TFTP, voilà, dans les grandes lignes. Est-ce qu'il y a des financements du coup européens ou français pour ce genre de structure un peu hybride que vous avez créé? Bah, encore une fois, comme vous le voyez, et on en est, le Z-Event en est un peu la preuve, c'est pour l'instant difficile de rentrer dans les cases pour pouvoir être financé. On travaille à ça, c'est en train d'avancer, on commence à avoir pas mal de choses qui se profilent, mais il faut vraiment qu'on bourrine avec les citoyens, parce que plus on est nombreux avec les citoyens, plus les gens nous écoutent pour dire ok, on pourrait peut-être faire preuve un peu d'agilité et de créativité administrative pour pouvoir les aider à obtenir des financements. Et donc on commence à obtenir des financements, mais pour le coup, comme nous on peut pas défiscaliser comme une assos, typiquement c'est un peu plus difficile dans certaines manifestations comme les Z-Event. Comme on n'apporte pas de ROI, et on n'est pas non plus considéré comme une vraie entreprise business par, on va dire, les fonds d'investissement traditionnels qui eux investissent parce qu'ils veulent faire plus d'argent. Du coup on n'est ni les avantages d'une assos ni les avantages d'une entreprise, on est entre les deux à essayer de faire un truc parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure façon de faire pour pouvoir avoir de l'impact. Mais notre seul soutien et la seule chance qu'on a d'avancer loin, c'est d'avoir beaucoup de citoyens, quoi, en gros. Si on fait simple. On te demande, est-ce que tu as une astuce pour briser la glace facilement via LinkedIn avec un mentor ou pour se faire du réseau? Je pense que la meilleure astuce c'est d'être dans l'action et d'avoir déjà fait des choses qui commencent à démontrer des preuves, parce qu'en fait si vous arrivez avec quelqu'un et que vous lui dites salut j'ai une idée de boîte, il y a très peu de chances qu'il vous réponde. Si vous lui dites salut j'ai créé une landing page, ça marche pas mal, je commence à avoir pas mal de clients, je pense que le truc peut fonctionner, en tout cas j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me proposent des trucs, voilà j'ai déjà réussi à faire ça, les gens se disent ok lui c'est un doer, il est dans l'action, c'est quelqu'un qui peut potentiellement aller loin et faire un gros truc, donc j'ai envie de l'encourager, j'ai envie de l'aider. Alors quelqu'un qui vient et qui est un peu en mode flemmard, j'ai juste une idée, est-ce que tu veux m'aider, ça c'est plus difficile, on sait que la conversation elle sera pas concrète, quoi. Il y a d'autres questions peut-être sur la startup, hein. Je vois plein de questions propres à Time peut-être, mais ouais, écrit. Alors juste je vais devoir inviter Ben Expédition Zéro, je sais pas où est-ce qu'on va se mettre avec Ben pour qu'il vienne ici avec moi. Faut faire quoi, un Meet, un Google Meet? Discord s'il est chaud, Discord. Je pense qu'on peut lui envoyer un Google Meet, je sais pas. Google Meet alors, ouais. Est-ce que Voilà, on peut l'impact checker. écologique ne serait pas plus important avec un impact social à côté? Très très bonne question, en fait ça c'est une vraie question qu'on s'est posée dès le départ. En fait nous on est convaincus, à la base on est des grands fans de Mohamed Younous notamment, donc on était plutôt sur un modèle social pour Time for the Planet, mais en fait on s'est rendu compte que l'impact climatique c'est le premier facteur d'injustice sociale, vraiment. Aujourd'hui ceux qui sont touchés le plus par le changement climatique c'est les populations les plus démunies, les plus pauvres. En fait ça ne fait qu'accentuer les injustices sociales, parce que plus le changement climatique sera là, plus le prix de certaines choses va augmenter, donc ça va les mettre dans la merde. Mais surtout c'est aussi les pays plutôt du sud qui se prennent les plus grosses catastrophes aujourd'hui et qui sont le plus en galère. Et donc aujourd'hui la cause climatique est avant tout une cause sociale, puisque c'est le premier facteur de problématiques sociétales et sociales dans le monde. Vous êtes très fort en com, mais votre influence ne se limite pas au CSP+ de Lyon. Avez-vous des plans pour sortir de cette bulle de communication? On essaye, typiquement aujourd'hui avec le Z-Event, je pense que c'est aussi une façon de le faire. En fait ce qu'on voit c'est que c'est aussi peut-être pas trop le rôle des gens qui ont moins de moyens, moins d'argent, que de s'impliquer le plus sur le climat. Moi ma conviction c'est que c'est d'abord aux privilégiés entre guillemets, à nous les plus riches, et donc les CSP+, les plus influents, parce que c'est nous qui polluons le plus, clairement, hein, c'est les CSP+, c'est prouvé 1 million de fois, qui avons la plus grosse responsabilité d'action. Et donc je pense qu'il faut commencer
commencer par ces gens parce que c'est d'abord à eux de s'impliquer pour le climat. C'est un peu facile de dire on va aller chercher les gens des banlieues, on va aller chercher les jeunes qui n'ont pas d'argent, qui sont étudiants. Attendez les gars, qui c'est qui pollue le plus pour l'instant? Faut quand même qu'on regarde les choses en face. C'est nous qui avons du pouvoir d'achat, c'est nous qui avons des moyens, et donc c'est d'abord à nous de nous responsabiliser. Donc je pense que c'est pas déconnant de commencer par la bulle des gens qui ont des moyens et de faire en sorte que ces gens-là d'abord s'impliquent et se bougent. Enfin voilà, après si d'autres veulent nous rejoindre, ils sont bien entendu les bienvenus, mais on va pas aller se buter pour aller chercher les gens des cités qui ont une empreinte à 500 kilos et qui galèrent à finir leur fin de mois. Enfin c'est peut-être pas à eux en premier de s'impliquer quoi. Juste, est-ce que tu peux m'aider Manon pour lancer un Google Meet? Je sais pas comment faire, et ensuite je l'enverrai à Ben si jamais tu pourras m'envoyer le lien ou... Parce que là, 10 minutes avant, je vais quand même le prévenir. Après, il y avait une question aussi sur, voilà, là, une personne qui est photographe Ouais. et qui dit qu'elle a du mal à trouver des clients. Pour... Est-ce que toi, tu as des conseils? Non, alors elle attend. Elle n'arrive pas à trouver de la clientèle, elle ne sait pas comment aller aborder les gens pour leur proposer ses services. Est-ce que tu as une solution pour solliciter les gens pour proposer des services? Alors excuse-moi parce que j'étais en train de faire le truc en même temps, donc elle sait pas comment solliciter les gens. Solliciter, proposer ses services aux gens. Ok, et ben là clairement ce qu'il faut faire c'est bourriner. J'ai pas trop d'autres méthodes, mais typiquement écrire sur LinkedIn à des gens qui semblent être dans la cible avec un message qui dit par exemple bonjour, on ne se connaît pas, donc moi je le joue toujours comme ça, on ne se connaît pas, mais je fais ce service. Si jamais c'est un service qui peut vous intéresser, je serais ravi d'en discuter. En fait je pense qu'il faut jouer l'honnêteté plutôt que de dire bonjour, machin m'a introduit votre ami truc, tous ces machins un peu